dans la bibliographie de Joanne Chapoutot, les irresponsables, ça a une place à part. Alors, pour pas partir dans tous les sens, j'ai préparé une petite feuille. Donc, Joanne Merci pour moi. Chapoutot, c'est avant tout, c'est un historien spécialiste de l'histoire culturelle du nazisme. Or, Les Irresponsables, c'est un bouquin d'histoire politique. Il est spécialiste de l'histoire culturelle du nazisme. En gros, il essaie de montrer que le nazisme n'est pas une erreur de l'histoire, n'est pas euh, un bug dans la matrice, mais en fait, c'est un produit culturel européen, occidental. Mm. C'est pas des fous furieux qui ont créé quelque chose qui ne tient pas debout, c'est cohérent culturellement, intellectuellement. En fait, il remet un peu de sérieux dans le regard qu'on peut porter à l'histoire du nazisme, en dehors du fait qu'on a un regard qui peut être horrifié, qui peut être tout ce qu'on veut. En fait, lui, il essaye de dire il faut sortir de notre traitement un peu hors norme de cette séquence historique parce que, en fait, elle s'inscrit pleinement dans la chronologie historique et dans la culture de l'Europe centrale et occidentale, etc. Pour autant, si vous le voyez dans la photo, en fait, Gallimard a fait le choix de publier ce livre-là dans sa collection Essais. Et je pense, Oui, ça, je Albatanor, trouvais bizarre. tu vas certainement davantage rebondir que moi, parce que moi, je l'ai noté et je me Ouais. suis dit, ah ah, je pense que c'est pour protéger l'auteur. Je pense que déjà, dès Mm. l'introduction, l'auteur dit ça, ce que je vais faire, c'est une enquête historique qu'on peut lire comme un réquisitoire. Ça, c'est la fin de son introduction. Et dans son Mm. épilogue, il dit en gros, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire que je suis un historien qui n'est pas neutre, qui n'a pas écrit de manière objective. Or, j'ai fait œuvre d'historien et il fait œuvre d'historien. C'est un livre qui est Oui, sourcé. Il a utilisé extrêmement référencé. voilà, il y a plus de notes de bas de page que chez Foucault, hein, donc c'est un livre sourcé. Foucault est un mauvais historien, Voilà, Mathilde. voilà, Là, voilà. C'est un livre sourcé et dans les grandes archives qu'il a utilisées, il a beaucoup utilisé les journaux intimes, ce qui fait un peu bizarre quand on lit des extraits du journal intime de Goebbels, faut être Mm. prêt. Surtout quand il parle de ses enfants qu'il va bientôt, 13 ans plus tard, il va les assassiner quand même. Voilà, il utilise beaucoup les correspondances, les discours, la presse et les mémoires. Donc c'est vraiment de l'histoire politique hyper classique, ne serait-ce que dans le choix des sources. Mais voilà, il dit, je sais qu'on va me dire que je suis pas neutre. Or, la neutralité de l'historien, c'est un discours pour se créer une aura un peu scientifique. Or, on sait bien qu'on vit tous dans notre époque, et lui, il vit dans une époque où, politiquement, il a vu des choses qui l'ont effaré, et c'est pour ça qu'il réagit, et qu'il écrit, ce bouquin-là en ayant, et c'est ce qu'il dit, hein, lui il parle d'honnêteté de l'historien en disant j'ai fait une instruction à charge et à décharge. Attention, il n'a pas fait une instruction à charge et à décharge du nazisme. Là, son objet, c'est les libéraux, ce que lui il va appeler les libéraux autoritaires, mais à l'époque c'est les libéraux, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont au pouvoir et qui vont faire des choix politiques qui vont favoriser plus ou moins directement, plus ou moins consciemment, avec plus ou moins de naïveté en fait, la montée au pouvoir Mm. d'Hitler. Ouais. Voilà, ça c'est l'objet. Et donc je sais pas toi, vu que tu as dit que tu avais fait une petite revue de presse de comment est-ce qu'il avait été... Euh, alors, pour rebondir véritablement sur le choix de l'essai, de la collection blanche, tout ça. Euh, alors, moi, j'ai pas lu d'autres ouvrages de lui, très honnêtement, pour là pouvoir en discuter ou même dans, on va dire, dans le passé, que ce soit, je sais pas, parce que j'avais pu aborder les totalitarismes en prépa, par exemple, Mm. et ou alors ça n'a pas été cité, peut-être. Enfin, je sais pas s'il écrivait déjà à l'époque, mais vu son âge, j'imagine que oui, mais quand je pouvais être au lycée, vu qu'on a aussi abordé cette partie de l'histoire dans le programme quand j'y étais, et je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs, j'espère. Mais oui, le protéger, je peux entendre. Après,
Tu le dis toi-même, ça reste un bouquin d'histoire, il est défendu comme un bouquin d'histoire, il n'a écrit que des bouquins d'histoire vraisemblablement, des bouquins d'histoire et des bouquins d'historiens, ce qui est quand même une nuance qui est bonne à apporter, comme tu le décrivais. Et moi, je me suis dit, et je pense que c'est effectivement juste l'intro et on va dire un peu la fin qui voudrait essayer d'avoir un certain regard sur ce qui se passe depuis quelque temps, qui permettrait de protéger ou l'auteur ou on va dire l'écrit en lui-même ou la réception potentielle. Mais en fait, de ce que j'en ai compris, ce qui a justifié véritablement la rédaction de cet ouvrage dans ce sens-là, de cette façon-là, dans ce cadre-là, c'est véritablement une espèce de sursaut et d'incompréhension et de malaise qui était un petit peu comme un ulcère depuis apparemment chez lui 2017, si ce n'est fin 2016. Et ça se serait vraiment cristallisé l'été dernier, en fait. C'est tous globalement ce qui s'est passé en 2024 en France. Mais donc, forcément, même s'il ne va pas faire des parallèles directs, vouloir remettre, entre guillemets, une parole spécifique sur ce qui a pu se passer à un moment donné, juste par rapport à une actualité précise, vraiment au plus proche de nous. Je pense qu'il y a de ça aussi parce que sur, effectivement, là, donc pour te répondre sur l'idée de revue de presse, évidemment, Le Parisien et Le Figaro vont dire que c'est un peu teinté et de manière forcément qui n'irait pas dans un imaginaire qui leur plairait beaucoup en termes de valeur peut-être. Là où effectivement, à contrario, mais donc ça va quand même dans ton sens, c'est que des journaux comme l'Humanité, même qui vont l'inviter, etc., vont y voir une manne pour dire ça va pas fort en ce moment, on a des choses un peu à apprendre du passé, et effectivement, il y a quand même des accointances qui peuvent nourrir un regard critique aujourd'hui. Malgré tout, lui, il est toujours dans une défense et je trouve que c'est une position d'historien qui est hyper intéressante et enfin qu'il est bon de rappeler en tout cas, et tous les historiens ne le font pas, quand ils sont invités, quand ils écrivent, c'est que il sait très bien que quoi qu'il arrive, tout historien a un regard qui est très contemporain sur l'objet de son étude et que et que concrètement, il va avoir un regard qui possiblement n'était pas complètement cohérent ou complètement attendu ou même pensé à l'époque des objets qui sont étudiés par lui. Donc, il part du principe que c'est nécessaire de toute façon, cette démarche dans la pratique historique. C'est un écueil qu'il faut éviter, ou du moins il faut y faire attention, il faut le prendre avec des pincettes et tout ça. Mais voilà, on va dire qu'il il prévient et il justifie et il excuse un peu aussi le fait que bah, c'est nécessaire dans la pratique historique, qu'il faut y faire attention, mais que ça peut être aussi donc une plus-value, une richesse potentielle pour la recherche, pour l'objet de l'époque concernée et pour aussi notre regard actuel. Ça nourrit l'historiographie de manière globale, donc quoi qu'il arrive, l'historiographie c'est hyper important aussi. Et donc, de mon point de vue, je sais pas si c'est une protection ou si c'est peut-être une forme de pudeur aussi dans son travail, de se dire ça me va aussi parce que il sort dans un contexte particulier et avec moi une dynamique particulière que j'assume en public, qui est liée à une actualité extra contemporaine et son propre contexte. Et, euh, et donc voilà. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Je sais pas si c'est forcément la protection, mais il y a une forme peut-être de dynamique assez honnête de sa part aussi, je pense. Et c'est peut-être aussi une question de destination de public. J'ai aussi pensé à ça d'un point de vue plutôt éditorial, où je me dis à qui voulait s'adresser, à qui l'éditeur pense s'adresser, sachant que de ce que j'ai compris, alors je n'ai pas de contact chez Gallimard, mais ils ont fait un premier tirage, je crois, à 15 000, qui est parti assez vite, et je crois qu'ils en sont à une troisième réédition globalement depuis janvier-février. Ah, Donc il est parti assez rapidement, et en gros, il est parti assez fort en vente, et notamment possiblement parce qu'il était présenté dans cette collection en essai, et je pense que ça joue énormément sur l'impact évidemment d'un écrit, qui soit bien lu après, ou lu en totalité, ou lu très rapidement ou pas par les gens, et qu'ils en parlent autour d'eux ou non. ouais, et en tout cas, ça lui a permis liberté que t'as pas normalement quand t'écris dans les bouquins d'histoire. Franchement, il y a plein de moments, t'as envie de rire, tu ris pas parce que bah, toi, t'es dans ta téléologie, tu sais ce qui va se passer derrière, hein. Mm. Mais t'as envie de rire quand il parle de Schleicher, de Papin et tout.
il est hyper acerbe Mais oui, et il est un personnellement, peu sarcastique, ouais. ouais, il est sarcastique, ce que tu peux pas trop faire en histoire, mais tout manière, voilà, on sait directement que voilà, il y a pas que l'histoire là qui l'intéresse, il y a ce parallèle avec le présent, et il y a aussi le côté où il va complètement travailler dans la même thèse que Pierre Cernat. D'ailleurs, il en fait plusieurs Ouais, références avec il l'aime beaucoup, je pense qu'ils sont copains, ils sont effectivement, ouais. copains. Ils sont copains. Enfin, copains. Je connais pas leur vie privée, mais ils bossent ensemble. Ils Enfin, s'entendent bien. ils se connaissent et ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils s'entendent bien d'un point de vue historique. Et donc, la thèse de Pierre Cerner, qui lui est spécialiste de la Révolution française, hein, Mhm. et qui est politiquement, il s'est déjà affiché à gauche. Notamment, il soutient une revue d'histoire un peu indépendante et qui se veut de l'histoire critique, bien gauche, voire extrême gauche. Donc lui, pareil, il a une posture politique qui est plus affirmée que d'autres historiens. Et lui, en fait, en gros, il a bossé sur la notion d'extrême centre. Chapoutot va Le la, poison français. voilà, mais en gros, Pierre Cernin, il essaye de montrer que la Révolution crée une espèce de tradition politique qui est l'extrême centre. Et Chapoutot va le reprendre en le définissant comme ceux qui érigent en maxime universelle des intérêts particuliers, quitte à aller à l'encontre des règles Bien sûr. institutionnelles. Et il va Et mentionner plusieurs surtout, fois Pierre Cernin. contre un message politique. Ouais, et contre surtout normalement une démarche politique qui est quand, enfin, ce que tu apprends normalement un peu en géopolitique, c'est quand même normalement une dynamique de mieux-être global qui concerne normalement l'entièreté d'une population et pas que quelques-uns, et dans un idéalisme un peu débile peut-être, mais un mieux-être plus, voilà, plus communautaire et vraiment global au sens premier du terme, et pas une micro-communauté même purement nationale, quoi. Ouais. Et en fait, en gros, ce que Pierre Cernat appelle l'extrême centre dans son objet d'étude de la Révolution française et qu'il dit que ça fonde une tradition politique qui existe jusqu'à nos jours. En gros, Chapoutot, lui, il parle des libéraux autoritaires, mais il désigne le même groupe politique. Et moi, ça m'a fait penser, et j'ai pas réussi à retrouver, notamment par manque de temps, mais ça m'a fait penser à un viewer de Mathieu Burgalassi, qui il n'y a pas longtemps dans un de ses streams, en gros, il parlait politique. Hein. Mathieu Burgalassi, c'est un streamer qui est d'extrême gauche et qui parle politique. Et en gros, il y a un de ses viewers qui a posté un truc qui était très bien dit. En gros, où il disait la grande force du libéralisme, c'est d'avoir fait oublier que c'est une idéologie. Et moi, je l'ai vachement retrouvé dans ce bouquin-là. En fait, c'est vrai que Oui, parce qu'ils se... nous, on Vas-y, voit. je t'en prie, je t'en prie. En gros, globalement, nous, on vit le libéralisme comme un système économique, alors qu'en fait, c'est une idéologie politique. Et justement, en se mettant dans l'extrême centre, eh ben, on s'invisibilise parce que le danger, c'est les autres extrêmes, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai beaucoup pensé à cette citation qui ne m'appartient pas, notamment parce que ben, on voit plein de choses, notamment la diabolisation de la gauche à l'époque. Euh, on va parler du bolchevisme culturel. À chaque fois qu'il va y avoir des morts, même si c'est l'ASA qui tue, en fait, ça va être Mhm. contre les communistes parce que c'est les communistes qui sont plus dangereux, parce qu'en fait, on préfère intégrer à notre système, à notre groupe, des gens d'extrême droite plutôt que des gens qui remettraient les bases de notre supériorité, de notre élitisme social, politique, tout ce que tu veux. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup fait penser du coup à cette citation qu'on retrouve énormément. Et c'est, je pense, un des points sur lequel Chapoutot essaye d'insister. Il a fait un chapitrage qui est chronologique. On voit Mhm. chronologiquement comment on en arrive à la nomination et pas l'élection. C'est pas pareil. À la nomination Ouais, d'Hitler. c'est ce qu'on apprend au lycée. D'ailleurs, dans l'introduction de Chapoutot, il dit j'en peux plus déjà, la Mhm. République de Weimar, qui commence en 1919, Mhm. en fait, elle n'est plus au programme.
Pourquoi? Parce que Oui, justement, c'est un ça, choix. je l'avais appris dans une interview, ouais. Et ouais, 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 ni au programme du collège, ni au programme du, lycée, Mmh. et en fait, il dit: «C'est un choix justement d'historiographie qui est sous influence politique Mmh. libérale, libéraliste». En vrai, je sais pas, Bien sûr. comment je devrais dire, mais et justement, Bah, ça fait libéral par partie. essence, libéraliste par action, quoi. Voilà, et justement, ça fait partie de ce côté, on invisibilise le fait qu'on ait une idéologie politique. Et un peu en mode, en fait, c'est un choix dans les programmes scolaires qui est idéologique. Or, c'est pas du tout présenté comme ça. Et ça aboutit, et donc là, moi, je me fie à l'introduction de Chapoutot, à pas mal de raccourcis dans les manuels scolaires qui font forcément des raccourcis parce que les chapitres, en gros, au collège, le chapitre, c'est la montée des totalitarismes en Europe face aux démocraties européennes et états-uniennes. Et donc, en gros, Mmh. en même pas une heure, il faut parler des totalitarismes qui montent. Et donc, on aboutit dans les manuels à, voilà, Hitler a été élu, à des formulations qui font croire Mmh. ça, alors que non, il n'a pas été élu, il a été nommé. Donc, s'il a été nommé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un choix, quelqu'un qui avait une responsabilité Mmh. politique. Et bien évidemment, c'est pas une seule personne, c'est un groupe que Chapoutot appelle les libéraux autoritaires. Et qui, il décortique chronologiquement comment ils sont arrivés à ce choix, quelles étaient en gros toutes les forces en présence quand ils ont fait ce choix-là. Et en fait, c'est un choix qui permet pour eux de continuer de garder le pouvoir, c'est ce qu'ils croient, parce qu'ils croient qu'ils vont pouvoir le manipuler. Là, moi, j'ai moins Mmh. pensé à notre actualité française qu'à l'actualité états-unienne, hein. Franchement, le côté oh, le fou furieux du bar, on va le calmer, nous on connaît les codes. Franchement, moi j'ai l'impression Mmh. que c'est la même chose qu'il y a eu euh, chez les républicains, voire les démocrates envers les républicains par rapport à Trump. Ce côté un peu condescendant, en mode ouais, il est dangereux, mais nous on va le gérer, on le met à la tête pour pouvoir être aux manettes derrière. Moi j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de. Voilà, exactement. Il y avait pas mal de gens qui réfléchissaient comme ça en 2016. Merci Hedgehog. Et ben là, Mmh. c'est exactement pareil avec Hitler. Enfin, Schleicher qui est là du début à la fin de la séquence, parce que quand même tout le bouquin est sur 1930-1933, hein, il n'y a que 3 ans et tu as 300 pages, hein, mais et ben en fait, Et il est surtout que beaucoup. Schleicher, il meurt, en plus, il meurt même après la guerre, je crois, non? Ouais, 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 ouais. Et ben lui, typiquement, Heu, mais Papin va faire pareil. En fait, à la fin, c'est Papin versus Schleicher. Et Schleicher va avoir sa propre compromission avec un nazi qui s'appelle Strasser. Et en gros, il va pas réussir à avoir le choix du président qui est Hindenburg. mmh. Hindenburg va valider Papin avec Hitler. En gros, il y avait ces deux duos qui se bouffaient pour avoir le pouvoir. Et les deux avaient la même dynamique, c'est-à-dire on utilise le nazi pour pouvoir acter les forces en présence tout en étant un peu le marionnettiste, en se croyant être le marionnettiste. Et ça, ouais, moi j'ai vachement pensé aux États-Unis. Et donc Hedgehog, il dit la droite conservatrice qui s'est fait Ouais. phagocyter par la droite alternative. Ben, franchement, c'est l'histoire de la fin de la République de Weimar. C'est la Ouais, et même chose. je me rattrape avant qu'on oublie. Schleicher, non, il est mort en 34. C'est un autre que je confonds. Il y en a 2 autres, qui sont des hauts fonctionnaires qui, eux, pour le coup, enfin, Ils sont encore hauts en vie. gradés, et cetera, qui, eux, en plus, vraiment, genre, meurent dans les années 60, je crois, vraiment, enfin, alors qu'ils ont clairement fait de la merde depuis, je pense, les années 20. Mais quand tu Et vois ça m'avait vraiment surpris en voyant ça. Papin, il a pris 4 ans à Nuremberg. Et en plus, Oui, c'est ça. il a bénéficié de l'armistice, donc il les a même pas fait. Enfin, tous vont prendre très peu, Mmh, alors qu'en fait, ils ont fait un choix bien politique sûr. à un niveau de responsabilité. Il n'y a personne au-dessus d'eux, sauf le président, qui a un statut à part, qui est bien évidemment pas notre président à nous, mais qui, à ce moment-là, a fait en sorte qu'on soit dans un régime beaucoup plus présidentialiste que ce que la constitution de Weimar a prévu. En fait, en gros, l'évolution que Chapoutot essaye de montrer, c'est méfiance, en gros, arriver au pouvoir de gens qui se disent en gros libéraux, qui en fait vont de plus en plus vers la droite, présidentialisation du régime politique par un gouvernement uniquement d'état d'urgence
et qui n'appliquent pas la Constitution. Ils vont respecter la lettre de la Constitution, mais pas l'essence de la Constitution. Donc en gros, ils vont favoriser le régime présidentiel pour faire leur lutte contre le Reichstag, où il y a, selon eux, trop de gauchos. Et l'ennemi, c'est les gauchos. Et contre les gauchos, il faut rassembler l'union des droites, et l'union des droites, ben, on va ratisser jusqu'aux antisémites, tout là-bas. Et comme en France, mais aussi aux États-Unis, bah, tu as un magnat des médias qui va tout bien organiser, qui lui-même va essayer d'avoir du pouvoir politique. Bon, il va se faire bouffer par Tu vas le te perdre. NSDAP, c'est Hugenberg. Ouais. Donc, Oui, oui, bah, cette espèce de Bolloré de l'époque, c'est je crois qu'il ça. était dans le métal à la base et finalement il a racheté plein de journaux, un truc comme C'est ça, si je ça, me dis pas de c'est bêtises. ça. Et Ah, voilà, ouais. il a aussi racheté les sociétés cinématographiques qui permettent de faire à Ouais, l'époque hein, l'équivalent, très lointain, mais l'équivalent d'un petit journal télévisé avant la projection des films au cinéma. oui, bien Donc en sûr. fait, Et il va donc, créer enfin, de c'est, l'info. oui, Et le gars, il va même c'est, sous-traiter l'info. Il crée une entreprise qui prépare des articles types, des éditoriaux types, etc. Et qui vont vendre à tous les journaux. Donc en plus d'avoir ces journaux à lui, en mm, fait, il va vendre en tout à 1600 journaux dans toute l'Allemagne, donc à toutes les échelles. Et en fait, c'est antisémite, c'est fasciste, c'est extrême droite, plus, plus, plus. Et en fait, c'est tellement extrême droite que, en gros, son discours, c'est le même que le NSDAP. Simplement, il va pas mm. aller dans le NSDAP parce qu'il veut être le chef de son parti à lui, qui est en gros la droite. De base, c'était censé être la droite. Et en gros, il pense que ça va suffire, mais en fait, il se fait bouffer par le militantisme du NSDAP avec la SA et la SS. Hein. Oui, parce que globalement, c'était quand même un mec qui à la base était bien, je pense, antisémite, qui était quand même bien raciste, Ah ouais, ouais, bien ouais. homophobe, qui avait quand même déjà un bon terreau quand même pour se laisser happer. Mais en même temps, voilà, on le sait depuis un certain temps, c'est que toutes les tactiques managériales actuelles du libéralisme, globalement, ont quand même pris pas mal de leurs racines dans des idéologies assez limites des années 30. Mais c'est ça. Mais ce qu'on a du mal à mettre en avant, c'est que c'est beaucoup plus global en termes de nomenclature et que, effectivement, même les réalités constitutionnelles et les réalités même de formation de système politique en France à partir des années 50, enfin, donc, notamment pour notre constitution, sont basées sur la constitution de Weimar. Et, Complètement. euh, Et et en sur fait, et les sur principes. l'idée de régime semi-présidentiel aussi, qui est très russe et très Europe de l'Est. Enfin, moi, j'ai été noté, je l'ai pas encore lu, mais que c'était vachement étudié par Maurice Duverger, donc c'est ça que je voulais lire prochainement aussi à ce sujet-là sur vraiment l'idée de régime semi-présidentiel qui s'oppose à globalement un imaginaire d'un régime plutôt parlementaire et de représentation, etc. Mais parce que en réalité, dans toute l'histoire politique, au moins du XXe, le régime représentatif parlementaire, on trouve ça super bien, sauf quand les gauchos peuvent gagner, en fait. Exactement. Il y a Hedgehog Ah, voilà. qui dit, bah voilà, on retrouve la même fabrique d'informations centralisée qui diffuse à tous ces vecteurs. Ah oui. Un peu la même chose que les journalistes ayant fait allégeance au projet politique de Bolloré et qu'on retrouve à la télé, la radio et dans les journaux de ce dernier. Franchement, à l'époque, Hmm. le gars avait une force de frappe, mais bien supérieure à celle de Bolloré aujourd'hui, même avec le rachat du Il y groupe avait, Hachette et tout. oui, Parce qu'en fait, enfin, ouais, il avait une force de frappe supérieure. Quand tu dis si on fait l'équivalent, aujourd'hui, enfin, on aurait que ce choix-là. Que encore aujourd'hui, vis-à-vis de Bolloré ouais, en France, il reste des bien choix, sûr. on est conscient du truc. À l'époque, t'as l'impression qu'ils sont même pas conscients que voilà, en fait, on, on extrême droitise l'opinion publique, comme ça, pendant 10 ans. Et puis, bah, on aboutit à Hitler. Étrange, étrange. Mais c'est pas ce vers quoi chaque acteur qui a participé à l'extrême droitisation de l'opinion publique a voulu. En fait, c'est pas ce vers quoi ils ont tendu. Ils ont tendu vers je garde mes intérêts, je garde mon pouvoir. Quand tu vois le président, en fait, Hindenburg, à la fin, son choix, c'est je nomme le gars qui fera pas une enquête sur Lost Life, je parle très mal allemand, qui est en gros un système euh, administratif, technocrate, tout ce que tu veux, de subventions agraires, mais qui vont Mhm. que aux grands
propriétaire terrien de la Prusse, en gros, et dont il fait partie, et qui l'ont bien soutenu sûr. pour devenir président en 1925. Et en fait, du coup, le gars, à la Oui, fin, parce que ça servait sa ses ligne, intérêts à ce lui, n'est que enfin, ça. leurs intérêts à eux. Voilà, c'est ça. Mais à la fin, il n'y a vraiment plus que ça. Et t'es là, mais malheureusement, on n'a pas retenu cette séquence historique. Et c'est là où on revient dans le libéralisme. C'est une idéologie. C'est qu'en fait, cette séquence historique, à l'époque, elle est menée par des libéraux. Et l'historiographie libérale, qui a été dominante à un moment donné, Chapoutot parle beaucoup de François Furet sur cette question-là, et ben en Mm. fait, elle a invisibilisé cette séquence historique dont, en fait, aujourd'hui, on voit à quel point on aurait des leçons à apprendre en tant que simple citoyen. Parce que c'est sûr que c'est super énervant quand tu lis ce bouquin de dire purée, mais notre président, il est au courant de tout ça, là, quand il fait les choix de dissolution, machin, que t'as l'impression qu'il y a un quasi copier-coller. T'es là, est-ce qu'il est au Ouais, courant? ouais. Et en fait, il n'y a pas que ça. Mais nous, l'école, tout ça, bah, Mhm. on devrait ne pas avoir invisibilisé tout ça, quoi. Bah, bien sûr, mais c'est parce que on oublie que c'est une idéologie, etc. Mais c'est parce qu'en fait, en réalité, le libéralisme est présenté comme une normalité, comme un état de fait, comme un état presque naturel en réalité. C'est Et ça. ça, en réalité, cet C'est enracinement, être cet né dans ancrage une... de quelque chose qui est en fait un système, une construction sociale évidemment, et qui s'inscrit dans le temps et dans les habitus, et donc dans les réflexes qu'on peut avoir au quotidien sur n'importe quoi, qui peu à peu construisent une belle forteresse qui va être plus difficile de prendre d'assaut, qu'il faut démanteler aussi brique par brique. En réalité, ça s'inscrit, voilà, enfin, là, ça va faire des grandes phrases, mais ça s'inscrit dans un imaginaire entre l'état de droit et une forme de liberté sur le centre et sur les nations qui sont elles-mêmes impérialistes, mais avec des règles de différenciation dans les colonies et donc ou dans différents territoires, donc montrer qu'il y a des différents niveaux de démocratie, etc. Que sur une base de libéralisme, il faut aller promouvoir la bonne parole et il faut aller faire plus de profit un peu ailleurs. Mm. Ça remonte même encore un peu plus loin, vraisemblablement, avec même, je pense, des penseurs espagnols ou portugais qui commencent à aller vers le Nouveau Monde. Et après, ça amène à même d'autres, enfin, voilà, des discussions plus globales sur. Si on revient sur un état de guerre et tout, oui, enfin, genre même l'idée de paix, les paix perpétuelles, etc. En réalité, chez Kant, enfin, ça nourrit aussi une politique libérale qui va aller sur, il faut aller ailleurs pour aller chercher des ressources, mais sous prétexte d'aller possiblement juste apporter la bonne parole et la démocratie ailleurs. Et donc c'est une pensée libérale qui est globale et qui touche plein de choses et qui touche en fait toute la politique globale depuis au moins le 18e, si ce n'est même avant, quoi. Ouais, on est bien Et matrixé, c'est quoi. présenté comme une normalité, alors qu'en réalité, c'est pas du tout une normalité. Ouais. C'est une idéologie qui s'inscrit sur, à partir du moment où on commence à aller ailleurs pour aller emmerder des gens qu'on vient demander. Et on va essayer de justifier ça d'un point de vue politique, mais en essayant finalement de l'intégrer dans une dynamique qui se voudrait presque naturelle en fait. Et ça, c'est quelque chose qui clairement est déjà présent dans vraiment une théologie et un discours politique global qui va justifier l'impérialisme en fait. Et après, ça devient naturel pour guider plein d'aspects, même sur de la politique locale, qui est à l'échelle de l'Allemagne ou de l'ancien empire prussien ou juste la France, etc. Il y a Hedgehog qui dit pas vraiment comme une normalité en découlant d'un aspect naturel, mais plutôt comme de bon sens dans la raison humaine. Le mot bon sens, il revient tellement de fois chez Johann Chapoutot, et pas de sa Alors, plume à lui, sauf quand il est bien acerbe, mais c'est un truc de ouf. Tous les politiciens dans les en fait, médias, le bon usant sens, pardon, je termine, je lis, usant et abusant je de t'en prie, ces je t'en prie. éléments de langage, le bon sens qui peut parfois même être mobilisé dans un sens anti-intellectuel. Mais c'est complètement ça. Enfin, Alors, l'étymologie de cette expression, c'est pour battre justement le raisonnement scientifique, intellectuel. Enfin, c'est complètement ça, hein. Et donc là, Hedgehog, il fait un lien avec Darmanin qui parle de bon sens non, du maintenant, boucher charcutier de Tourcoing, l'élevant au-dessus des statistiques du ministère de l'Intérieur. Mais c'est franchement, enfin, je vous conseille de le lire. Après, ça a un phénomène, c'est que ça met un peu en colère, mais la colère n'est pas toujours négative.
Après moi, personnellement, Joan Chapoutot, j'avais déjà lu des bouquins de lui et j'ai eu la chance de l'avoir en invité en séminaire. Je- j'ai toujours considéré que c'était un historien très, très sérieux. Toi, tu t'en as pas entendu parler dans tes séminaires, Albatanor, mais c'est un ponte. Il est jeune, mais c'est un ponte, justement. Bah, tu l'as pas eu sur le totalitarisme parce que justement, lui, il dit le totalitarisme, c'est un non-sens. Faut sortir de cette catégorie-là. Mais c'est un peu comme Nicolas Wers avec le communisme stalinien. C'est vraiment, Mhm. il fait partie de ces incontournables pour l'entre-deux-guerres et pour ensuite le régime nazi. Et en fait, bah, moi qui me disais, enfin voilà, je vois Johan Chapoutot, j'ai confiance dans la démarche scientifique du gars. Et ben en l'ayant lu, je me suis dit, bah c'est bien la première fois qu'en lisant de l'histoire, je me suis dit, cette personne, individu, mais sympathique. Parce que d'habitude, justement, il y a le côté, on essaye de s'effacer et tout, et là, chaque fois qu'il y avait un extrait de discours ou de mémoire qui parlait de bon sens et tout, il était tellement acerbe sur le truc qu'on est. Enfin, moi, personnellement, j'ai la même, le même opinion et tu te dis, bah ouais, là, c'est trop. Le parallèle est trop facile. Donc, en gros, si vous voulez, je peux vous lire, donc, parce que comme c'est un bouquin d'histoire, j'ai fiché parce que j'ai la passion du fichage. Et en gros, dans l'épilogue, il dit je peux pas faire la liste de tous les points communs qu'on peut avoir, mais j'en donne quelques-uns et des quelques-uns qu'il a donnés, moi j'en ai écrit quelques-uns. Donc, politique d'austérité dogmatique qui aggrave la crise économique, ça c'est sous le gouvernement Bruning, qui va se faire jarter par Papin. Quand Schleicher, qui est le ministre des Armées en gros, mais qui est là sur toute la séquence, utilise Papin un peu comme sa marionnette. Euh, et en fait, en gros, Papin, en fait, il arrive deux fois, hein. Et Hitler, on lui propose plusieurs fois la vice-chancellerie avant qu'il devienne, euh, avant qu'il soit nommé. En fait, en gros, à un moment donné, le NSDAP fait de tels scores électoraux que, bon, bah, les gens qui disent, ouais, mais quand même, là et ça, ils trucident les gens la nuit, c'est pas terrible. Bah, même ceux-là disent, ok, on va essayer de les intégrer au gouvernement. Parce qu'au fond, c'est des nationaux, hein, voilà. Et en fait, Hitler et le NSDAP vont refuser plusieurs fois la vice-chancellerie. Et à ce moment-là, en fait, même les sources comme Goebbels hein, disent le parti va hyper mal parce qu'en gros, il y a les mecs de l'ASA qui en peuvent plus parce que ça fait des années qui sont hyper violents et ils commencent à croire que prendre le pouvoir par la voie électorale, ça peut pas marcher. Il y a le parti qui a besoin de fric et qui est hyper militantiste et donc qui a besoin d'énormément de fric. Et donc en fait, ils arrivent à un plafonnement électoral et c'est pareil ça, on le voit pas à l'école. En fait, nous, on voit une espèce de progression électorale du nazisme et paf, Hitler a le pouvoir. Donc c'est logique quoi. C'est pour ça qu'on a aussi cette idée de il a été élu. Et en fait non, si tu regardes, vu qu'il y a beaucoup de dissolutions, etc., il y a aussi les présidentielles à ce moment-là. En fait, en 32, il y a plein de votes entre les landers, les dissolutions, donc les législatives et les présidents et la présidentielle, il y a plein de votes et en fait, ils plafonnent. Et donc eux, ils sont en pleine crise de merde, on a atteint notre plafond, on n'arrive plus à intégrer des nouvelles voix. Et en gros, Goebbels, lui, il dit bah faut intégrer les voix du peuple. Donc on va commencer à faire genre on est sociaux. Et donc ils vont participer à des grèves et tout. Donc là il y a les grands propriétaires qui filent du fric qui disent bah non on ne veut plus filer de fric parce qu'en fait vous êtes comme les Bolches. Enfin voilà c'est hyper intéressant parce qu'en fait au moment où Hitler arrive au pouvoir le NSDAP est en pleine crise et d'ailleurs il y a une menace de scission de la part de tout un groupe nazi qui veut faire en gros du nazisme social quoi. Goebbels n'en fera pas partie parce qu'il est complètement in love de Hitler et il donnera sa vie pour Hitler. Mais en vrai, dans la lignée de Goebbels, il y a pas mal de mecs, dont Strasser, qui est le chef de l'organisation administrative du parti, qui en gros considère que Hitler a échoué et que voilà, il faut tenter une autre manière pour arriver au pouvoir et qu'il vaut mieux gouverner avec les gens de droite et du centre
que gouverner tout seul. Alors que Hitler, lui, il veut, de base, il veut tout. Oui, Et donc, sachant en fait, il qu'il est bien de propose rappeler plusieurs que choix. à l ouais et qu'à l'époque, surtout, le peuple vote quand même majoritairement à gauche. Donc Exactement, enfin «la vraie gauche» entre guillemets. Ils votent exactement. marxistes ou ils votent sociaux-démocrates, les vrais sociaux-démocrates. C'est surtout ça qui est aussi intéressant à rappeler, c'est que l'air de rien, pour aussi rebondir sur ce qui a pu se passer il y a pas longtemps en France, c'est qu'on a quand même une majorité qui veulent que ça aille mieux pour eux et que vraiment le gouvernement ne suivra pas ça parce qu'ils vont Exactement. vouloir suivre leurs propres intérêts avec des politiques agraires mais qui servent les grands propriétaires qui sont au pouvoir en réalité et pas véritablement pour nourrir la population, même si ça donne une bonne image de volonté de nourrir la population à l'époque. Et donc ça arrive à s'insinuer dans les esprits qu'a priori, ah, il y a peut-être un petit plan social honnête qui va se mettre en place, qui peut peut-être faire oublier à certains aussi ce qui peut se passer la nuit avec certains membres de certains bords politiques aussi. Mm. Ou du moins, je sais pas, vu qu'ils ont faim, ils perdent un peu ils perdent une partie de leur entendement, ou ils acceptent potentiellement certaines choses au profit d'avoir un peu de pain ou un peu de tranquillité. Et qu'il y a un petit retournement qui se fait à ce moment-là, parce qu'il se passe, je pense, peut-être aussi trop de choses, on va pas se mentir, hein, c'est un peu Oui, particulier, je pense, comme période en termes au niveau cognitif quand même. Et qu'il enfin, voilà, c'est aussi un terme historique qui est pas le plus adapté là, mais il y a une forme de bourrage de crâne aussi, évidemment, ah ben, il y a une de, propagande pour. de, de tout. Ouais, 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 bien ouais. sûr. Donc, mais le peuple, globalement, est à gauche encore à l'époque, quoi. C'est ça qui est assez Mais en tout incroyable. cas, les voix, après, quand tu parles des sociodémocrates, franchement, quand tu lis la séquence, le SPD fait des choix assez antinomiques au nom du Front républicain. Mm. Donc eux, pour eux, bah, l'ennemi, c'est les nazis de A à Z. Mais du coup, à un moment donné, ils vont soutenir Brüning, qui fait en gros une Ouais, politique d'austérité extrême pour limiter les places nazies. Et donc, en fait, eux-mêmes vont être un peu lâchés. Il y a des électeurs qui vont avoir du mal à suivre la ligne du parti, mais ça revient au débat actuel sur le PS de mais si tu te mets avec bien sûr. les filles, t'es un monstre, mais si tu suis pas le gouvernement qui officiellement dit qu'il lutte contre l'extrême droite, même s'il dîne avec, parce que c'est exactement ce qui se passe dans les années 30 Mhm. aussi, bah, t'étais un monstre aussi, enfin voilà quoi. Et donc, du coup, il y a Hedgehog qui dit: tout comme on présente la montée de nombreux partis d'extrême droite et ou Mm. populistes dans le monde comme inéluctable, pareil que l'impression que Oui. la marée politique nazie était imparable. Et ben ouais, ben franchement, Oui, je la crois que marée, mais s'il y a bien un. sûr, l'idée de marée brune, on la C'est connaît, hein. ça, mais justement, si ce livre s'attaque à un cliché, c'est celui-là. C'est bon, les gars, on va Oui, déconstruire ce tout à fait. truc. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Alors qu'effectivement, Et le surtout mouvement qui a met atteint un plafond de verre démocratiquement parlant, hein, ils n'ont pris véritablement et définitivement le pouvoir que par la force. Mm. Mais bah, c'est qu'en fait, il y avait une volonté des gens qui étaient vraiment au pouvoir aussi à l'époque, d'intégrer doucement ou par partie ou en contrôlant un petit peu une forme de flux, ces mouvements politiques plus extrêmes ou différents d'eux, qui n'avaient pas forcément les mêmes volontés. Et c'est pour revenir à ce que tu disais plus tôt, sur l'idée ils gardaient le contrôle sur ce qui se passait. mm, Parce qu'ils se disaient, ok, on a encore le pouvoir, a priori, ça va aller dans ce bon sens parce que nous sommes intelligents, nous sommes d'une vieille garde intellectuelle incroyable qui est instaurée dans l'histoire, etc. Enfin, l'imaginaire prussien dans toute sa splendeur. mm, Et là, on a globalement un petit Autrichien et d'autres autour qui seront gérables et qui sont a priori plus bêtes que nous. c'est ça. La peau, c'est qu'ils étaient tous assez stupides. Et je pense que globalement, c'est cette pseudo-intelligentsia qui avait le pouvoir, qui sont les irresponsables premiers, hein, qui arrivent à se dire on va garder le contrôle parce qu'on a aussi un pouvoir économique et on a une espèce de pouvoir de sang aussi Ouais, qui est là depuis plus longtemps et on fait des rouages. Et alors qu'en réalité, je crois que pas mal de ces propriétaires terriens un peu improbables, finalement, bah, se retrouvent renversés parce qu'ils ont essayé de déclencher, en perdant, je crois déjà, pas mal de leurs propriétés. Donc, si c'était une dynamique libérale qui les menait au départ, a priori, je crois qu'ils ont perdu au change dans ce jeu de roulette. mm, Et après, quoi qu'il arrive, s'il y avait un aspect plus idéologique ou même de projet de société, ils se sont fait complètement renverser aussi. ouais. Bah, ils sont fait Donc voilà, au niveau renverser. des Les urnes, nazis etc. ont donné le change en faisant des invitations mondaines, etc. Les nazis ont donné le Oui, change voilà, et de l'aspect dignement, hein. symbolique. Mais Bah, comme tu vois, oui, de l'aspect bourgeois, quoi. mais les deux des quatre
je crois, mais en tout cas, deux fils de Guillaume II soutiennent Hitler. Et pendant les élections présidentielles de 32, euh, ouais, c'est 32, je crois. Enfin, pendant les élections présidentielles où Ouais. Hitler atteint les 45 et quelques pourcents, les mecs, les deux, c'est les fils, dont l'aîné, donc l'héritier, hein, officiellement, hein, bah, les deux, Mhm. ils posent dans la propagande de Hitler, et il y en a un des deux, il pose même en. C'est un SA en fait, il pose en uniforme. Uniforme comme la SS, uniforme créé par Hugo Boss. On dit ça, on dit rien. Mais Mais voilà. c'est oui, parce que ça rentre dans le récit national et vu qu'il est fondé sur aussi un sang allemand, c'est bien quand même de représenter comment dire, une incarnation inscrite dans l'esprit des gens d'idée d'un sang et d'une lignée de quelque chose. Donc c'est extrêmement pratique, je pense aussi d'avoir ce genre d'acteur au moins sur des affiches proches de toi et Mais qui possiblement dit complètement. OK. Et je me rappelle qu'à Complètement. l'époque, t'as des membres de la famille royale d'Angleterre qui font des saluts nazis et ça les amuse beaucoup, hein. Ouais. Et Oui, parce en qu'à France, l'époque, en l'extrême en droite. France, on dit aussi à l'époque, on préfère Hitler Ouais, à Léon Blum, hein. Donc, exactement. à partir de là, Ah, mais exactement. ce sont les slogans de l'époque, hein. Mais en fait, mais c'est là où moi, enfin, il y a plein de trucs. Il y a le côté dissolution, Aux États-Unis viens aussi à d'ailleurs, Paris. Ah mince, ça n'a pas marché. Bon, bah, on va préférer s'allier à l'extrême droite qu'à la gauche. Enfin, il y a plein de faits historiques où bien tu es sûr. là, mais on a vécu les mêmes il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en vrai, si tu dézoomes, tu es là, mais franchement, euh, d'où vient cette haine pour la gauche, à part, mais là, alors, ce n'est que ma petite opinion, à part dans la peur du déclassement, quoi. La peur de la gauche est au pouvoir, je vais perdre mes privilèges. Il y Et a une haine c'est viscérale pour un, préférer bien sûr, des gars qui assassinent la nuit. Te dire, ouais, bon, ouais, ceux-là, je vais les gérer mieux que ceux qui ont un discours. T'imagines l'idée politique de la gauche et voire du marxisme, parce qu'en fait, à l'époque, ils disaient, dès que tu disais un truc un peu de gauche, t'étais un marxiste, t'étais un ouais, bolchevique, t'étais l'ennemi un bolchevique numéro un. culturel. Et en fait, tu Et dis, le bolchevique culturel qui est l'islamo-gauchisme d'aujourd'hui, c'est donc même le wokisme exactement, d'aujourd'hui, hein. voilà, c'est exactement ça. T'es là, mais en fait, vous avez plus peur d'une idée dite que d'un fait violent. Et quand je Bien dis sûr, vous, c'est un vous théorique, hein, mais cet extrême centre, etc., t'es là, mais il y a une peur profonde de égalité et, oui, une capacité à dire oui, non, mais c'est vrai que le 10 mai, il y a le drapeau de Vichy qui est interdit, mais bon, là, c'est une commémoration, c'est un peu différent. Oh, les gars, quoi. bien sûr. On est sous. Si ça passe, Depuis ça passe. toujours, le 10 mai, ils sont là, ils sont masqués, c'est interdit, je tiens à le dire. Ils sont masqués, ils ont des symboles qui sont interdits et tout. Mais cette violence-là, qui est symbolique, politique, tant qu'il marche, ce n'est qu'une violence symbolique. Mais cette violence-là qui est dans la rue, qui est autorisée par un gouvernement qui normalement devrait juste suivre la loi, c'est interdit, eh ben on va la banaliser, on va dire oui, non, mais quand même, c'est des gens bien, ils sont propres, voilà. Et s'il y a un antifa sur le chemin, bah, il va y avoir de la violence, bien sûr qu'il va y avoir une baston, et ce sera le gaucho qui a cherché la merde. Et t'es là, c'est la même chose. On n'a pas avancé, on n'a pas avancé. Oui, et c'est parce que c'est pas, enfin, c'est aussi pour rebondir à ce que dit Etienne Glass sur le judéo-bolchevisme. Enfin, c'est que tu as un rapport, tu as un imaginaire gaucho qui n'a pas le col blanc, qui n'est pas présentable, et même si tu as effectivement deux, trois dents cassées ou deux, trois couteaux qui sont plantés la nuit, c'est pas trop grave, parce que de jour, globalement, tu es présentable. Enfin, c'est un aspect aussi très bourgeois qui irait dans le bon sens, pour revenir un peu aussi là-dessus, que c'est pas grave, parce qu'eux, ils savent se tenir. Ils font peut-être des erreurs, Exactement. mais ils savent se Parce qu'au tenir, ils fond, sont présentables. Et exactement. Parce qu'au oui, fond, et que ça politiquement, revient. pardon, parce qu'au fond, politiquement, l'ennemi, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il est en dessous. Et ça, je l'ai lu dans le bouquin, c'était une Déjà, expression de l'époque. C'est, bien sûr. en fait, quand je suis au centre, Et l'ennemi, il n'est pas à ma gauche, il n'est pas à ma droite, c'est les classes laborieuses. bien sûr, et que surtout, parce que c'est tout, mais c'est l'imaginaire du barbare, enfin c'est tout ça, hein. Enfin Exactement. ça a toujours été comme ça globalement. C'est ça qui, c'est le pomerium romain qui finalement a 2000 ans d'histoire en réalité, Mais mais où tu as vraiment le centre et les autres.
Et c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais rapidement sur l'imaginaire donc de enfin sur l'aspect de mince, j'en perds mes mots. D'idées de la gauche, etc., qui font plus peur, de la déclassement, etc. C'est un fondement, vraiment, c'est dans les 10 commandements du libéralisme. C'est l'idée d'aller vers le haut Oui, et d'aller vraiment d'une verticalité qui est sur une compensation d'un manque que l'on crée de toutes pièces sur plus de richesse, plus de pouvoir, plus de responsabilité et concrètement plus d'ascendant, forcément, vu que tu es en vertical, sur tout ce qui est en dessous et ce qui restera en dessous. Après, tu peux justifier n'importe quoi sur ce qui doit être en dessous de toi et ce qui donc doit être l'idéal à atteindre. Et donc, ça justifie absolument toutes les politiques, qu'elles soient purement sociales, purement économiques, ou tout ça mélangé, etc. Ou même culturelles, ou ce que tu veux. et Et même ça ça c'est la base justifie, du libéralisme fondé sur les premières démarches qui sont effectivement d'aller coloniser ailleurs, en fait. exactement. Et puis ça a justifié tout. En fait, à partir du moment où tu vas naturaliser ce système qui est hiérarchique, en disant ouais, bah, Mhm. au plus méritant, au mieux né, on dit ce qu'on veut, peu importe. Mais en fait, tu tombes dans une logique qui nourrit aussi du racisme, du classisme, tout ce que Bah, bien tu veux, sûr. hein. Et en fait, C'est pour ça que je parlais de naturel tout à l'heure. ouais, Et pas sur le bon sens, c'est ça vraiment l'idée de naturaliser cette démarche-là. C'est pour ça que je revenais un peu à la base sur un aspect vraiment très 16e de on va aller ailleurs, on va voir un autre avec un grand A, un autre territoire, une autre création a priori de Dieu, mais qui est possiblement moins bien que nous. Donc après, tu vas naturaliser un sentiment de supériorité, naturaliser une démarche vis-à-vis de ce qu'il y a en face de toi, d'abord d'un point de vue politique en disant oh là là, les sauvages en face, ils nous attaquent, donc on est en légitime défense pour possiblement les génocider. Et en fait, tu vas après naturaliser les choses en disant, bah, en réalité, c'est ou une volonté divine, ou une réalité physiologique qui fait que nous, on présente bien, nous, on apporte la liberté, nous, on apporte la chose. L'idée de s'enrichir et d'avoir de l'ascendant et donc d'avoir des empires est naturelle. Et si on est les meilleurs à ce niveau-là, c'est que en fait, on a les dispositions physiques, théologiques ou ce que tu veux à pouvoir faire ça. Et en fait, c'est la même chose au sein même d'un plus petit groupe qui serait juste national au sein d'un pays. Généralement, ça construit des nationalismes quand même, on va pas se mentir, dans l'histoire européenne. Et aussi potentiellement, bah, ça permet de régir dans un système des réalités entre différentes populations au sein d'un même espace, même s'ils partageraient le même phénotype, le même sang, etc. Mais ils n'auraient pas potentiellement les mêmes réalités physiologiques pour progresser, pour réussir, pour bien présenter et pour avoir de l'ascendance sur les autres. et c'est là que tu te dis, enfin moi perso, j'espère que ce bouquin va vraiment faire parler et pas juste dans des médias où on sait que le public a déjà cette vision du monde. Mais j'espère vraiment que ce bouquin, il va permettre de prendre un peu conscience que voilà, on est aussi sous une idéologie quand on est sous un gouvernement qui se dit du centre. Et de toute manière, là, avec tout ce qui s'est passé politiquement bah, ces dernières années, on ne peut que le voir, parce que chaque choix de gouvernement qu'on a eu, et même le choix de faire durer le plus possible un gouvernement technique qui était en fait démissionnaire, mais qui était là pour le fonctionnement courant, on va dire, bah, en fait, tout ça, c'est un choix politique et on le voit bien, en fait, ça tend à la droite et à l'extrême droite, quoi. Et justement, moi, j'apprécie qu'il y ait une mise en perspective historique et qu'il y ait une démarche un peu scientifique qui dit, voilà, ok, ceux qui prennent conscience de ça sont peut-être globalement des gauchos, parce qu'en fait, on voit plus facilement l'autre que nous-mêmes, ok, mais en fait, c'est quand même scientifiquement prouvé, et donc à un moment donné, ça doit être un sujet débattu par tout le monde. Voilà quoi. C'est comme tu dis, pourquoi on est passé du bolchevisme culturel aux islamo-gauchistes en fait. Enfin, et pourquoi est-ce que cette rhétorique, elle existe encore et elle existera encore, et en fait les catégorisations sont les mêmes. C'est voilà, moi j'espère vraiment que Parce que ça va faire un minimum oui, parler et pas juste dans un parce que exercice d'entre-soi ouais, quoi. ouais. Bah, c'est parce que le libéralisme, pour moi, est ontologiquement raciste et ontologiquement fondé sur un système d'élévation et de déclassement qui inscrit durablement après
certaines réalités de différence entre des sujets qui, déjà, en fait, n'ont absolument pas demandé à être différenciés sur ce genre de, enfin, sur des tel ou tel type de choses qui définiraient la vie en société ou la vie individuelle, en tout cas. Et que, bah, oui, en fait, c'est parce que on va pas se mentir, il y a eu pas mal de décisions politiques sous Sarkozy et sous Hollande qui allaient déjà dans ce sens-là pour préparer un peu le terrain. Et moi, quand je faisais un peu horrifier mes parents en disant que je me trouvais sous un régime d'extrême droite depuis 2018, ils me disaient oh, bah non, quand même pas. Et je fais bah si, c'est juste qu'il a une tête différente et qu'il est beaucoup plus pernicieux en réalité, mais je ne me sens pas en sécurité globalement depuis 2018, vraiment. Et, ça va pas dans le bon sens du tout. Ouais, c'est juste de plus en plus Et caché, bon, quoi. après, finalement. Bah, en fait, oui, et c'est ça le truc, c'est que même pas que c'est plus, c'est moins caché, peut-être, c'est qu'en fait, c'est, enfin, comment dire, oui, c'est ça, c'est peut-être plus, je ferais une différence entre, c'est plus montré au fait que ce soit moins caché. Parce Ouais, qu'effectivement, là, on est plus, pour moi, dans une dynamique de, des choses se passent, et il n'y a pas de réaction réelle qui serait juridique ou qui serait juste de vraies consternations un peu plus globales en se disant oh, c'est quand même un petit peu chaud, mm, même si on n'est pas forcément, même si on peut être en accord avec, je sais pas, d'un point de vue politique avec telle personne, juste parce qu'il a quand même dit une immense dinguerie à ce moment-là, quoi. ouais, ouais, Donc ouais. c'est juste que oui, ça glisse dans l'oreille et donc C'est ça ça. glisse dans l'esprit et on se dit bon. Et en fait, globalement, c'est une tactique politique assez globale. C'est juste que tu tentes des trucs et puis tant que ça passe, bah, tu continues en fait. Ça, c'est Exactement. assez naturel Et dans les prises naturellement, tu politiques. continues de manière de plus en plus loin, donc de plus en plus radicalisée. Et c'est là où tu dis, bah ouais, en fait, la notion d'extrême centre, on peut l'utiliser, quoi. Donc à faire. Edjok dit, Bien sûr. ouais, Bah non, mais la notion l'extrême centre, effectivement, ça peut paraître très, très cynique comme remarque, mais c'est parce que aussi historiquement, c'est facile de se dire bon, bah, il y a des gens qui prennent pas trop de position, mais en fait, c'est parce qu'ils laissent aller au turbo, aller en première ligne ceux qui sont un peu sanguins, qui ont vraiment envie d'aller taper du PD, du noir, ce que tu veux, et qui veulent vraiment défendre des idées un petit peu nauséabondes. On est un peu d'accord avec eux, mais on n'a pas vraiment envie d'aller en première ligne. Nous, on veut gérer globalement nos petits intérêts et on devrait s'en sortir quoi qu'il arrive. Et puis on les laisse un peu, on laisse un peu la cour de récré des extrêmes se foutre sur la tronche. Et puis, euh, et puis bon, bah, on verra bien. Mais globalement, de toute façon, on est d'accord. Donc si finalement ils arrivent au pouvoir, on devrait s'en sortir aussi, en fait, d'un mm, point de vue politique ou à minima d'un point de vue purement libéral, on va dire matériel, quoi. ouais. Bon, bah, preuve en est que ça n'a pas trop marché en Allemagne, hein. Mais, enfin, Bah certains ouais, ont ça réussi à s'en amène. sortir, mais c'est pas la majorité, vraisemblablement. Ouais, bah alors, du coup, il y a Edjok qui dit, voyez aussi qui entoure le Oui, locataire du palais situé rue du Faubourg Saint-Honoré. Avec le départ récent de son directeur de cabinet, il ne reste plus un seul collaborateur de la première heure autour de lui. oui, bien Tous sûr. les Ils nouveaux sont tous à droite. arrivés après son entrée à l'Élysée sont plus à droite que ceux qui sont partis tous. Et ouais, et justement, ça me fait Oui. penser, bah donc dans la liste des points communs, parce que j'avais commencé, et puis j'ai bien digressé, je vais juste lire tous les points communs que moi j'ai. Lui-même en a résumé, j'ai pris dans le résumé ceux qui, moi, Mhm. personnellement, me parlaient le plus, et je pense que ça peut faire réagir. Donc en gros, factuellement, et pas idéologiquement du point de vue de cet auteur. Factuellement, il relève d'un point de vue historique les points communs qui sont une politique d'austérité dogmatique qui aggrave la crise économique. Ensuite, un pouvoir exécutif qui fait adopter des mesures de destruction du modèle social à coup d'articles constitutionnels. Alors, c'est pas le 49.3, c'est le 48.2, je vous jure que c'est le 48.2 Ouais, mais dans la République est-ce de que tu veux Weimar. tous les lister? Ouais, je vais tous Oui, les mais tu veux lister. qu'on, Ouais, 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 je vais mais tous les tu veux toutes les lister. lister ou tu veux qu'on rebondisse non, mais, ou est-ce que tu veux qu'on rebondisse à chaque fois, à la Je rigueur, vais sur tous chaque les point? lister parce qu'on va jamais terminer. Je les Ok. liste, mais t'as raison, je me tais, je liste. Ensuite, une gauche social-démocrate qui soutient cette politique afin, dit-elle, d'éviter le pire. Un régime politique qui se présidentialise et concentre des pouvoirs exorbitants aux mains d'un seul. Le règne des entourages qui ne promeut pas les plus compétents. Une dissolution ratée et une seconde dissolution dangereuse étant donné la croissance de l'extrême droite, mais demandée par cette même extrême droite et accordée en gage de bonne volonté. Une défaite cuisante aux Mhm. législatives et le refus de tenir compte des résultats des élections. La condamnation des extrêmes, entre guillemets, et la précision que certains extrêmes le sont plus que d'autres,
que ceux qui défendent la nation, les valeurs et la propriété sont moins des extrêmes que les autres. Un Mmh. milliardaire, magnat des médias, qui impose son idéologie. Des paniques morales en isme, bolchevisme culturel, qui résume toutes les peurs liées à l'évolution des mœurs, féminisme, etc. Un gouvernement chargé des affaires Mmh. courantes qui s'éternise. Une politique de l'offre ouvertement pro-business, c'était les mots de l'époque pour dire libéral, hein, faite de subventions aux Ouais. entreprises et de crédits d'impôt avec le soutien du patronat. Des libéraux autoritaires au Mmh. pouvoir qui envisagent l'usage de la force et l'alliance avec l'extrême droite. Je me suis arrêtée là parce que c'est gerbant. Mais c'est Bah, factuel. ça résume déjà bien, hein. C'est factuel. Et en fait, c'est factuellement, tu changes les dates et tu coches pratiquement toute la liste. Oui, globalement, oui. Et c'est, redis-moi le deuxième point que tu avais souligné, c'est celui, qui m'avait fait pas tiquer, mais je m'étais dit: «Oh merde, je voulais te demander un truc». Redis-moi le deuxième point, c'était quoi? Alors, attends, le deuxième. Un pouvoir exécutif qui fait adopter des mesures de destruction du modèle social Oui, à voilà, coups c'est ça, d'articles bien constitutionnels. sûr. Je disais, c'est le 48-2 chez Ouais, la oui, République de oui. Weimar. Nous, c'est le C'est parce que, 48-2. oui, parce que encore une fois, je le répète que j'aime bien le répéter, notre constitution est fondée sur la constitution Weimar. Donc c'est quand même hyper important. Et il y a, je crois, deux, trois différences que j'avais pu lire. Alors, je n'ai pas pu les vérifier en regardant véritablement les textes directement, en faisant mon propre travail d'historien sérieux. Mais par exemple, sur notre constitution, il y a quand même des pouvoirs propres qui sont quand même extrêmement puissants. Oui. Et ce qui n'était pas le cas chez Weimar, Non. où globalement il y avait un système, je crois, de double signature ou de double accord en fait entre certaines choses pour certaines décisions, ce qui n'est pas le cas chez nous. En fait, en gros, le 48-2, en gros, le passage en force devait être Ouais, signé et contre-signé voilà, c'est ça. président-chancelier. Et surtout qu'il y a quand même un autre point à voir, c'est que l'idée de système de, enfin entre on va dire le système normal commun et le système comme l'état d'urgence, comme l'idée de faire des ordonnances, etc. euh, Le problème, a priori, qui était peut-être un peu moins le cas, en tout cas sous Weimar, ça je peux pas m'en être certain, ce qui est le cas un peu chez nous, c'est qu'en fait ça devient un état normal en réalité. Le Oui, contrat d'exception c'était le cas. potentiel C'était le se cas. normalise. Ok, bon bah À c'est partir pareil, du et que en gouvernement fait, Bruning. En fait, en voilà, gros, et donc ça devient une nouvelle, en tout cas, la en fait, nouvelle c'est norme. là-dessus que devrait, oui, en fait, même juste, alors, ça devient une nouvelle norme, mais donc c'est ça qui devrait véritablement questionner sur la définition même d'un système constitutionnel, possiblement d'un pays. Et À alors, partir du moment où tu as des systèmes d'exception qui sont très vagues, qui sont parfois multiples, ou du moins qui sont possiblement malléables, etc., et qui peuvent en plus s'additionner, à quel moment, en fait, on définit véritablement un système sur l'aspect commun de ce système et pas sur son système d'exception. Et ça, je trouve ça assez incroyable sur l'état actuel, c'est qu'effectivement, en réalité, tout se définit limite par un état d'exception qui est continuel et qui est renouvelé et qui est redécidé ou qui est complexifié un petit peu depuis quelques temps. et en fait, Et on oublie en plus surtout. qui entre dans la... Ouais, en fait, ça rentre dans la norme des institutions. Et Chapoutot le dit bien, en Exactement. fait, il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle. C'était l'objectif de départ avec l'élection de Hindenburg et le gouvernement de Bruning. En gros, c'était faire des réformes pour survivre au marasme économique et revenir à la monarchie. Il faut quand même se rappeler que l'Allemagne, la monarchie, bah justement, elle se termine avec la République de Weimar 1919. Donc c'est tout récent pour eux. Donc les monarchistes qui sont monarchistes sous Weimar, en fait, ils ont vécu la monarchie. C'est pas comme les monarchistes Ouais. d'aujourd'hui en France, par exemple. Donc voilà. Donc en fait, de base, Oui, en clairement. gros, le gouvernement de base, Bruning avec Hindenburg, ils sont objectifs affichés entre eux dans leur mémoire, etc. C'est retour à la monarchie. Et en fait, j'ai perdu l'idée que je voulais dire. Ah oui, et en fait, du coup, ils ont le Reichstag en face qui représente les élections législatives où les monarchistes n'ont pas du tout la majorité. Et c'est le début de la fin, en gros. C'est le moment où ils disent, bon, bah, on va créer un passage en force, on va avoir notre propre lecture de la Constitution pour créer un passage en force, pour le pérenniser, pour gouverner de manière exceptionnelle sous forme d'état d'urgence, avec ces ordonnances qui Mhm. sont doublement signées, mais entre deux, ils étaient d'accord de base, en fait, c'était l'objectif. Et- Et donc,
c'était le moyen pour atteindre l'objectif. Et donc, en fait, c'est devenu la norme et c'est devenu la norme sur laquelle vont se bâtir ensuite la montée du NSP, du NSDAP, etc. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que les institutions s'adaptent à une lecture Mmh. nouvelle de la Constitution. Et c'est là toute la force, c'est en fait, tu me fous une Constitution, je suis capable d'en faire une coquille vide. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti avec la multiplication des 49.3, etc. Moi, j'avais l'impression que notre constitution, et je ne suis pas une grande amoureuse de cette constitution, même si je considère avoir la chance de vivre en France quand même, hein, sous la Ve République, Mmh, bien sûr. mais je suis pas, voilà, mais en fait, j'avais l'impression que notre constitution, elle aurait pu être écrite avec les pieds, c'était pareil, en fait, du moment que tu trouves la Bien virgule sûr. mal placée, la faute de frappe, là, allez, hop, il y a une brèche, on s'engouffre, et il y avait vraiment un côté, bah, la Bah, constitution, tant que je vais vraiment pas à l'encontre de ce qu'il y a écrit, ça passe, et puis ça devient la norme, et désormais, en fait, mmh c'est la vie politique telle que moi, individu, chef de gouvernement, je l'ai décidé. Et c'est un changement, encore une fois, qui est le même, et qui, comme tu dis, qui coule. C'est, voilà, ça passe, mh. quoi. Mais c'est parce que ça souligne 2 choses. C'est que la première, un système constitutionnel, c'est effectivement très beau d'un point de vue symbolique. On se dit que c'est inscrit dans le marbre et que ça se base sur des choses qui sont indivisibles, qui vont peu à peu possiblement dans le bon sens, et cetera. Mais en réalité, à partir du moment où tu peux avoir un souci d'interprétation qui est constant, il faut toujours en revenir et on sait pas et puis: «Ah bah, telle situation, c'est pas clair, donc il faut qu'on aille voir» et compagnie. Forcément que ça amène, une perméabilité un peu étrange, qui se teinte forcément des volontés de chacun et des intérêts de chacun et que surtout, ça n'empêche pas vraisemblablement pour des différences de traitement ou de politique d'un espace à un autre, d'une population ou une autre. Donc ça montre bien que quoi qu'il arrive, il y a quand même des trous béants dedans et que c'est voilà, c'est ou trouvé ou c'est une coquille vide. Alors que tu as des systèmes sans trop de constitution, je crois que sur les pays nordiques, ils en ont pas trop par exemple dans mon souvenir. Ouais. Donc et alors je dis pas qu'ils sont meilleurs et que tout va bien, tu vois? Mais il y a d'autres systèmes où c'est le cas et possiblement ça évite certains écueils que nous on peut avoir du moins. Donc ça reste quand même des modèles de réflexion, qui sont pas inintéressants et qui empêchent peut-être en tout cas certaines limites qu'en fait nous on a inscrites, depuis au moins 200 ans, si ce n'est plus, dans certains ressorts en fait. Ouais. Après, vu qu'on compare les constitutions de base, il y a quand même une chose qu'on a et qu'il n'y avait pas dans la République de Weimar, c'est que nous, on a quand même une instance qui protège la Constitution. Et eux, ils n'en avaient pas. Eux, vraiment, la Constitution de Oui, Weimar, mais bon. elle a été créée en vraiment considérant que le système de pouvoir et de contre-pouvoir allait s'équilibrer, en fait, en gros. Elle était hyper Mmh. positive, Un peu optimiste. comme en France à la même époque, où Oui, elle oui, était oui. très parlementaire et justement, Eh c'est ben, ce qu'on alors, disait, c'est qu'ils se franchement, foutaient tous sur la gueule et ça avançait pas, c'est En ça? France, à la même époque, elle était parlementaire. À Weimar, Oui, mais donc c'est dans ce c'était sens-là vraiment où, justement, 50-50. elle fonctionnait pas? Ouais, d'accord, OK. Oui, c'est Et OK, d'accord, franchement, je vois. En France la Troisième République, c'est une république parlementaire, vraiment. À Weimar, c'est vraiment 50-50. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils ont fait le choix de le législatif présidentiel, c'est du suffrage universel direct, les deux. Et Mmh suffrage mh. universel masculin et féminin. Et donc ouais, et nous, il y a quand même la Cour constitutionnelle, ce qui montre Mmh. quand même que il y a quand même une volonté de base de se méfier des interprétations de la Constitution, parce qu'en fait, clairement, tu es là, en fait, 1930-1933, c'est ceux qui sont au pouvoir interprètent la Constitution afin de garder le pouvoir. Il y a Edjok qui dit: quand on connaît un petit peu le chemin qu'emprunte tout véhicule législatif après votation par la représentation nationale. Je suis pas sûre d'avoir compris. Mmh, il Quand manque on connaît peut-être un petit peu un le chemin petit qu'emprunte tout véhicule législatif après votation par la représentation nationale. Ah, tu parles notamment des le nombre et le amendements, nombre c'est d'assises. ça? Que ce soit par le Conseil d'État ou le Conseil consti. Ouais. Mais justement, le Conseil constitue, enfin, bon, il y a quand même quelques lois qui m'ont fait bien réagir personnellement. Euh, et le Conseil Ça paraît très constitue a symbolique, quoi. dit non à certaines choses que tu étais là. S'il dit pas non, je comprends pas son rôle, mais voilà. Mmh.
Donc c'est vrai que ça Oui, il y oui, avait pas. mais Ça, il y avait pas. Et donc vraiment, c'était ça. Et justement, l'auteur Chapoutot ne fait pas référence à cet ouvrage, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Donc c'est ma lecture et ce que j'en ai compris. Ce côté, surtout avec le personnage de Schleicher que je connaissais très mal avant parce que c'est vraiment pas ma période. Moi de base, je suis pas très histoire contemporaine, je suis pas histoire politique. Le nazisme, c'est déprimant pour moi, en tout cas. Et donc du coup, c'est pas du tout ma spécialité, mais Schleicher, voilà, en lisant le nom, j'étais là, bon, je sais que j'ai su qui c'était, mais je sais plus qui c'est. Et donc, en gros, si je caricature, donc c'est un militaire, il est ministre des Armées pendant très longtemps sous Hindenburg, mais en fait, en gros, c'est un courtisan qui va essayer de garder le maximum d'intérêt et de pouvoir. Et donc, en gros, il va au début soutenir Brüning, puis il va participer à son renversement, puis parce qu'il va le mettre sous écoute. Il adore mettre sous écoute illégale tout le monde, hein, ce monsieur. Et en fait, en gros, le gars va être là du début à la fin de la séquence. Stalker. Et juste à la fin, il s'est planté, il a misé sur le mauvais nazi, mais en gros, c'est ça. Il s'est fait doubler par sa petite marionnette qui était Papin, parce que le Papin, le premier gouvernement Papin, c'est Schleicher qui l'a qui l'a favorisé et qui l'a présenté à Hindenburg pour que Hindenburg dise ok, je le nomme. Et donc en fait, ce côté un peu de permanence de l'élite dirigeante malgré les changements institutionnels, je ne vais pas dire constitutionnels parce que là justement c'est toujours sous Weimar, mais il y a des changements tels dans le fonctionnement qu'on va dire changement institutionnel, cette permanence-là et ces grands écarts idéologiques que font les puissants pour en fait juste rester puissants. Moi ça m'a fait penser à un bouquin que j'ai lu je crois l'an dernier qui parle du 19e siècle français. C'est Charles-Éloi Vial qui a écrit Le siècle des chutes. Avec vraiment, enfin c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé parce que le gars il prend comme objet d'histoire un non-dit de l'histoire politique, c'est les abdications. Sachant qu'au 19e siècle Hmm. en France, il y a beaucoup de souverains qui abdiquent. On a des empereurs, on a des rois, on a un peu de tout le monde qui finit par abdiquer. Et à chaque fois qu'ils abdiquent, c'est pas tout à fait la même nature et tout. Et donc, sous ce couvert de, bah tiens, en gros, bah, l'abdication, pour nous, c'est la fin de quelque chose, donc c'est un échec, en gros, chez monsieur et madame tout le monde. Et les historiens n'ont pas trop gratté là-dessus. Mais en fait, je vais quand même essayer d'analyser, donc je me mets à sa place à lui. En gros, il dit, j'essaie d'analyser comment l'abdication est une institution parmi d'autres qui permet à l'élite dirigeante de rester. Parce qu'en fait, si tu regardes, les gars qui étaient là à la Révolution et qui étaient à la Chambre, ils vont rester à l'Assemblée, que ce soit la Restauration, le Premier Empire, tout ce que tu veux en fait. Et donc justement, c'est ces gars qui sont dans les cercles du pouvoir et qui font carrière politique, ils sont capables de faire de tels écarts. Moi, franchement, ça Bien m'a fait sûr. penser, vraiment, je me disais, en fait, c'est une séquence où ils essayent de faire abdiquer la constitution de Weimar, mais de rester en place. Et vraiment, j'ai revu un peu les enjeux de classe et les trajectoires personnelles de carrière, les choix de carrière et tout, qu'il y avait dans le siècle des chutes, mais qui est sur le 19e siècle français, où on voit la crise des légitimités, les puissances des notables qui n'hésitent pas à sacrifier à leurs propres intérêts. Moi là, je pense, Schleicher, je le voyais, je me disais, il Mhm. aurait pu être un constituant du 19e siècle, ce gars. Et voilà, et donc les abdications du 19e siècle en France qui n'empêchent pas la possibilité d'un retour monarchique, mais pas héréditaire, une monarchie élective. Il se pose la question. Hindenburg, à un moment donné, bon, quand même, quand tu vas prendre le Et, pouvoir, il va dire je suis monarchiste, mais en fait, je suis bien là où je suis. Et ils vont commencer à créer une aura autour de lui qui est quand même le soldat prussien, la valeur à l'ancienne, quoi. Et ils vont en faire un peu un président de droit divin. Le gars, en 25 et en 32, quand il fait serment, alors que la République de Weimar, c'est une république laïque, il fait serment sur sa foi. Et donc il va être présenté un peu comme supérieur aux députés aussi parce que choisi par Dieu, quoi, en gros. Et voilà. Et donc, tu dis, bah, dans l'histoire politique, il y a quand même des objets qui sont en train d'être étudiés en ce moment qui montrent qu'il y a une comment dire, qu'il y a une permanence. permanence, merci, qu'il y a une permanence de systèmes qui sont toujours en crise pour
service des individus. Tu as l'impression que la crise, elle est au service d'individus. Voilà. Ça, après, j'ai peut-être surinterprété mon truc, mais moi, j'en étais là. Non, parce que ça permettrait peut-être de rebondir, alors pas au dernier message d'Edgehog, mais sur les institutions, sur la Constitution. C'est que c'est bien évidemment, il faut qu'il y ait 15 000 garde-fous à tout. C'est juste que c'est sur la dynamique de constitution de ces garde-fous-là, qui les incarne, etc., qui fait que il y avait des questionnements tout à fait, je trouve, légitimes à est-ce que Ferrand qui arrive est une bonne idée? Qu'est-ce que ça veut jouer dans les jeux de pouvoir, etc.? Quel genre de profil il faudrait dans ce genre de garde-fou là aussi? On a le débat sur l'incarnation de la justice en ce moment. Ça touche un peu la même chose, des idées de contre-pouvoir, de concrètement, qui sont-ils, que veulent-ils, est-ce qu'ils font leur fonction convenablement ou ils sont teintés de conviction potentiellement derrière. C'est extrêmement compliqué et effectivement, je ne serais jamais contre la justice ou le Conseil constitutionnel dans leur essence, évidemment. Et donc, pour rebondir à ce que tu disais là derrière, c'est que quoi qu'il arrive, il y a sur l'aspect donc d'incarnation et tout, c'est que voilà, c'est aussi ça. C'est encore une fois, c'est ça l'extrême centre. Ce sont juste des gens qui vont vendre père et mère ou vendre leur père ou finalement leur mère, leurs voisins de lendemain, enfin selon qui leur dit. Tant que eux, ils auront quoi qu'il arrive, un petit peu d'or dans les mains et un peu de viande dans la bouche, quoi. Donc c'est l'idée de pouvoir se dire, je vais m'en sortir quoi qu'il arrive et je suis. Ouais. Et ce qui en amène, je pense, à un autre aspect du bouquin aussi, sur l'idée des irresponsables, etc. C'est quelle est la responsabilité qu'on a dans l'implication qu'on entreprend, qu'on accepte, qu'on assume et qu'on retient sur ce genre de choses. Est-ce qu'on est poussé par un système? Est-ce qu'on est poussé par une propagande? Est-ce qu'on est poussé par la peur de se faire tuer? Ou est-ce qu'on pousse ses idéaux parce que ça peut aller dans le bon sens et pas uniquement que pour soi, en fait? Ça amène aussi à ça. Et est-ce que aussi il faut et pour finir aussi, et là pour plus sur l'aspect monarchie et compagnie, mais c'est que tous les aspects politiques après abdication et après destruction d'un système monarchique sont restés sur les bases monarchiques parce que justement, effectivement, les mêmes personnes étaient au pouvoir. Ouais. Donc c'était facile de garder ou la même symbolique, mais avec un nom différent, en ménageant, on va dire, le chèvre et le chou, ou d'une autre certaine façon, parce que c'est joli, parce que c'est pratique, parce que tout dépend après de la période, du lieu, du nombre de personnes qui n'ont pas été décapitées ou qui n'ont pas fui à l'étranger, tu vois. Cette séquence-là, Mais on garde ça. regarde Hitler quand il va prendre le pouvoir et tout, mais il y a plein de membres du gouvernement dans lequel il arrive où il n'y a que 3 nazis, dont lui, d'accord? Il n'y a que trois Hmm. nazis. Et ben en fait, il y a plein de membres de ce gouvernement qui vont rester, en fait, quand il va. Comme il y avait il y a eu quelques collaborationnistes qui sont restés Mais dans les beaucoup, grandes affaires en France. énormément, Bien sûr, exactement. bien Donc en sûr. fait, c'est un. Ce qui permet de Ouais, rebondir sur ce que dit là aussi Hedgehog sur les associations politiques potentielles, que donc voilà, on peut s'associer si c'est pour maintenir une forme de statu quo et de système quand même dans ses fondements. On peut, voilà, on peut arracher un bras, mais bon, globalement, tant que le tronc tient encore debout, ça ira à peu près. C'est un petit peu ça, quoi. ouais, Et ça se voit en Allemagne encore en ce moment avec les coalitions absolument affreuses qui sont en l'AfD. train de se Mm, produire. Bien sûr. c'est ça. C'est exactement la même chose à ce niveau-là aussi, enfin du moins d'un point de vue extérieur. Voilà, j'ai pas potes allemands qui ont pu, eux, me donner leur ressenti direct, mais c'est un petit peu la même démarche. Et ouais. C'est. En Et sur fait, la responsabilité, etc., toi tu l'as lu, donc après on peut peut-être si tu veux, ouvrir là-dessus, comment on se positionne par rapport à tout ça. Mais je t'ai coupé, tu allais dire quelque chose non, 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 avant? bah, je rebondissais, je suis complètement d'accord avec toi et avec Edjok qui dit, oui, voilà, à l'heure actuelle, on trouve quand même quelques profils qui sont PS et qui pourraient faire gouvernement avec le RN. Mais Oui, et c'est ça que j'avais oublié de dire ça tout à l'heure, c'est que quand on parlait aussi, enfin, j'imaginaire d'Emmanuel Macron et compagnie, c'est que moi, à partir du moment où tu as quand même des représentants politiques qui ne parlent pas de certains sujets, c'est que ça pue. ouais, Il faut partir de ce principe-là, en fait. Donc à partir du moment où tu as pas une ligne claire,
qui peuvent finalement complètement rabrouer ou complètement annihiler de l'esprit commun en disant je n'ai jamais dit ça, ce qui se fait beaucoup maintenant, surtout d'ailleurs. Oui, Donc c'est encore plus compliqué aujourd'hui possiblement. Mais en fait, à partir du moment où tu as quand même des gens qui n'abordent pas certains sujets tout court, c'est que ça pue. C'est que ça pue forcément. Et qu'ils l'assument pas. Donc ils vont laisser d'autres gérer à leur place. Et en réalité, bon, bah, tu regardes l'entourage ou tu regardes comment les choses s'organisent après, ou plus en profondeur, tu regardes un peu les rouages de la machine sur effectivement les jeux d'alliance potentiels, etc. Ce qui est extrêmement compliqué au quotidien et les gens ont autre chose à faire, évidemment. Mais le simple fait, sinon, l'indice premier, c'est que je pense que c'est assez simple de savoir si plein de choses ne sont pas abordées. C'est pas bon signe généralement quand même. C'est vraiment pas bon signe. et Et on jusqu'à vit présent, ça l'a jamais et été quoi. et on vit une nouvelle époque où, tous les médias, même, des médias qui appartiennent pas forcément à telle ou telle personne, mais tous les médias, parlent de la même chose par contre. C'est, enfin quand tu vois, à Oui, quel point aussi. tout le monde, traite les mêmes sujets qui sont pas forcément en fait les reflets des préoccupations, des gens, mais en fait qui vont le devenir parce qu'il y a un rabâchage. Ça enfin moi c'est un truc qui m'effraie, énormément quoi. Tu es là, mais en fait, quelle que soit la ligne éditoriale du machin que je lis ou que j'écoute, on va quand même traiter du même thème. Peut-être pas de la même manière, mais on va en parler. Mais peut-être qu'il ne faut pas traiter du même thème, en fait. Il y a Guillaume Erner qui a ses défauts, hein, mais qui, une fois, faisait, tu sais, dans ces 2 minutes, où, en gros, il fait un espèce de petit... Je sais pas comment on peut dire ça, je crois que ça s'appelle la minute de Guillaume, un truc comme ça. En gros, il prend un petit sujet qui traite de manière plus éditorialiste que journalistique vraiment. Et en gros, là, il disait, bah, je me suis pris quand même pas mal de réflexion au moment où Musk a fait un salut nazi parce que j'ai pas traité le sujet. Et en fait, et en gros, il dit, mais en fait, enfin, il y a un homme euh, il y a un puissant de la planète qui fait un salut nazi, mais le sujet, c'est pas de savoir si c'est un salut nazi ou un salut romain. Et le sujet, c'est pas de dire à quel point c'est un salut nazi. Il dit en fait, enfin, il y a des lois. À un moment donné, les médias, ils sont pas juste là pour dire ah c'est bien, ah, c'est pas bien, ah, mais lui il a dit que c'était bien, mais lui il a dit que c'était pas bien. En fait, à un moment donné, il y a des Mhm. faits, il y a, enfin tu vois. Et j'aimais bien cette posture de, mais en fait, il y a des trucs, c'est évident. Voilà, Musk a fait un salut nazi, Bien sûr. point barre. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Est-ce que c'est Oui, c'est factuel. voilà, c'est un fait. En tant que journaliste, que toutes les unes des médias aient parlé de ça et que ça ait fait des centaines de lignes, etc. En fait, à quel point on n'est pas phagocyté par le fait que bah, tout le monde parle que de ça et crée un faux débat de était-ce vraiment un salut nazi ou pas. En fait, on est piégé quoi. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Des fois, tu vois ouais, les traitements de l'information, tout le monde te parle du même sujet en même temps, quelle que soit la ligne éditoriale était là. Mais en fait, normalement, la ligne éditoriale, c'est aussi pour pouvoir parler de sujets qui ne seront pas traités par l'agenda politique, en fait. Parce que là, voilà, Oui, et puis c'est il y la a une façon dont il les campagne, traite donc on va surtout, parler quoi. d'immigration. Il y a, il y a, enfin, la mairie de Paris a dit faut qu'il y ait les JO là où il y a le plus d'habitants au mètre carré de France. Bon, ben on va rajouter les JO. Et voilà, tout le monde parle de ça. Mais oh, enfin, moi ça me fait penser au fait que ouais, voilà, on est très dirigé dans notre actualité, même médiatique. Et donc les non-dits politiques deviennent des non-dits médiatiques. Ou peut-être le contraire, hein, je ne suis pas en train de dire c'est les politiques qui disent aux médias de se taire, mais en fait il y a une connivence, quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de causalité, mais au moins une Voilà. connivence. Et quoi qu'il arrive, bon, pour peu qu'il y ait des accointances idéologiques ou pas, ou juste voilà, émotionnelles ou quoi que ce soit, ça rentre en compte évidemment, même dans le choix et dans la façon de traiter, évidemment. C'est ça, et ben Sur, exact, c'est l'humeur du jour, c'est ça, l'humeur du jour de Guillaume Erner. ouais. Et en fait, c'est là où tu dis, bah, enfin, heureusement que heureusement que ce viewer a écrit ce truc qui m'a fait un choc. Mais c'est là que tu dis, mais ils ont réussi à faire passer pour une norme une idéologie. C'est quand même fou, hein. Voilà, c'est ce Et qui moi, m'a je te levé dis, la c'est comme fiche ça un peu, depuis le moi. 16e.
C'est comme ça depuis le 16e. Enfin, voilà, au 16e siècle, tu as des débats sur est-ce qu'on peut vraiment aller créer de l'esclavage sur une population qu'on ne connaît pas et déclencher un génocide. Est-ce que c'est des humains ou pas? En fait, ça va rentrer dans la normalité par des outils divers et variés, comme quoi, bah ouais, c'est pas grave. Et de toute façon, bon, ils nous attaquent, il faut bien qu'on se défende. Enfin, tu vois, et tu peux tirer cette base un peu qui en fait a sans doute des racines bien plus anciennes, mais à tout aujourd'hui au quotidien sur ah bah est-ce qu'on peut justifier tel ou tel acte, tel ou tel truc, et on va normaliser certains faits qui sont en fait extrêmement violents. euh, bah, Ontologiquement, par nature en fait, et ça va sur tout et n'importe quoi. Ah, bah, est-ce que le policier avait le droit de tirer sur telle personne, en fait? C'est un peu la même chose de mon point de vue. Mmh. Ouais. Et sur l'idée de responsabilité et tout, là aussi, enfin, c'est ça qui, moi, rend la chose d'autant plus terrifiante, c'est quelle posture tu as, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu te poses par rapport à la chose, quand tu sais, quand tu veux savoir ou quand tu ne veux pas savoir, et qu'est-ce que tu veux regarder et pas regarder, et, et en fait, c'est juste que vis-à-vis de l'ouvrage en termes donc d'actualité, du fait qu'il tombe, c'est que moi, ce qui m'a. Enfin, ça fait un peu mauvaise revue de presse des réseaux sociaux, mais vis-à-vis de tout ce qui se passe un peu en ce moment, moi, j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux des choses qui reviennent, notamment où ils citent. Je sais pas si tu vois ce que c'est que l'expérience du 1000 grammes. Non. C'est une expérience des années 60 sur. En gros, pour tester d'un point de vue sociologique, mais plutôt psychologique, l'acceptation de l'obéissance et Ah notamment oui, je pour vois très bien, je savais pas qu'il y perpétrer de avait la eu ça. violence. Où, Et en fait, bah, elle a c'est des le nom du grosses mec. limites, scientifiques, hein, cette expérience. Bah, ouais, mais justement, mais oui, mais elle est extrêmement citée malgré tout. Et en fait, elle est rentrée, elle aussi, dans une doxa quotidienne, même sans qu'on sache forcément énormément ce que c'est. Moi-même, moi, je vois ce que c'est, mais je suis absolument pas. Je n'ai pas vraiment de connaissances ni en socio ni en psychologie. Et donc encore moins en psychologie, vu que là c'est surtout psychologique plus que sociaux. Mais en fait, c'est vachement mis en avant. Et en réalité, moi, ce qui m'a terrifié en voyant ce terme un peu se normaliser, et je l'ai vu répéter à plusieurs reprises. Donc effectivement, les algorithmes font que c'est comme les médias, machin, ça répète, et donc etc. etc. Mais malgré tout, je me disais genre, ok, en fait, on ressort ça date quand même de la fin des années 50, début années 60. C'est dans un contexte aussi politique extrêmement particulier que ces études sont faites, Bah, c'est dans le pour contexte un essayer de peu de justifier. nazification, exactement. C'est dans le contexte Exactement. de la En fait, ça a dénazification été pour fait clairement, et aussi. ouais, et là c'est pareil, bien sûr. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, et en fait, c'est ce qui m'a trouvé assez dingue, c'est que ça ressorte là comme une doxa de gens qui connaissent plus ou moins la chose. Et bon, bah, c'est normal, on a tous un faisceau de connaissances un peu particulier, surtout dans un monde ultra connecté et mondialisé, pour essayer de justifier je ne sais pas trop quoi faire et je suis un peu obligé de suivre certaines idéologies, je suis obligé de justifier une acceptation de certaines violences ou de certains trucs parce que on m'y contraint d'une certaine façon en réalité. Ouais. Et moi je trouve ça dingue à partir du Tu pars vraiment moment responsable. où l'ex- bien sûr l'expérience de 1000 grammes en réalité les résultats ont été faussés, on le sait, et on n'est pas à l'abri que, en réalité, il y a une volonté que ces résultats aient été faussés à l'époque, en fait. On peut pas se détacher de cette idée-là, comment dire, de ce réflexe-là, de cette méfiance-là, parce que ça, et c'était pratique pour essayer de justifier ce qui avait pu se passer par le passé, en réalité, et ce qui possiblement se passera maintenant ou prochainement. Ouais. Donc c'est pour ça que, enfin, en termes de timing, je trouvais ça assez intéressant parce que je me dis, ok, on a déjà fait ça 15 fois, d'essayer de justifier possiblement un suivi d'un grand mouvement et qui amène parfois des actions qui sont pas nécessaires d'être faites. Et pour le coup, je sais plus s'il en parle dans le bouquin ou véritablement ou si je l'avais juste entendu en entretien et tout, mais c'est déjà des choses effectivement qui étaient extrêmement précise, genre au début du régime nazi en 32 ou 33, où effectivement on va balancer des Allemands qui vont aller dans tel endroit ou tel endroit, mais il y a trop de juifs à tel endroit ou tel endroit, et on leur dit, vous allez participer à des massacres, vous n'avez pas le choix en fait.
mais si vous voulez pas, on vous laisse le choix, mais ce serait quand même bien de le faire. Et en réalité, pas mal de gens, possiblement, ont complètement suivi en disant, bah oui, oui, on va les buter des enfants, il n'y a pas de problème, comme ça on pourra s'installer parce que le régime nous dit de le faire. Et c'était juste des petits Allemands normaux qui possiblement n'ont pas tout le bagage des gens qui ont le pouvoir à cette époque-là, et avec totalement cette idéologie-là complètement enracinée dans l'esprit. Bah, complètement. C'est vrai que là, vraiment, l'objet du livre, c'est le pouvoir, c'est de l'histoire politique. Donc là, on parle très peu du peuple, à part par son expression via le vote. Ouais. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Mais justement, Chapoutot, il dit, bon, en plus avec ce cliché faux qui est que Hitler a été élu, tout ça, on Ouais. en parle très souvent de la responsabilité du peuple, de ceux qui vivaient à côté des camps et qui pouvaient pas ne pas ignorer ce Ouais. genre de choses. Mais là, en gros, il dit, mais et tous ceux qui s'en sont sortis à Nuremberg ou qui ont même échappé à Nuremberg parce qu'ils sont allés aux États-Unis et tout, ceux-là, ils ont, euh, ils ont agi pour le pouvoir nazi, en n'étant même pas nazi, mais dans leurs intérêts propres. Donc, c'est pas Mhm. le sujet du bouquin, mais c'est sûr que c'est un. En fait, la question de la responsabilité, elle est générale. Mais de toute manière, à partir du moment où, en gros, quand dans la dernière phase de négociation, pour que Hitler réussisse à avoir un gouvernement 100% nazi, ce qu'il n'obtiendra pas, hein, en gros, il utilise le chef de la SA comme intermédiaire. C'est comme si demain, je vous Mhm. disais, je prends le chef d'une sphère complotiste qui agit violemment, hein, parce que la SA, à ce moment-là, il y a déjà eu des condamnations à mort pour meurtre. Hein, il y a eu, que Hitler, Mhm. il est allé dans les procès pour les défendre, et du coup, ça a été commué en peine pour l'éternité, là, je ne sais plus comment on dit. Mais en Pas gros, vérifié. il y a eu des condamnations judiciaires, des condamnations à mort de SA pour meurtre barbare, etc. Et ben, le chef de cette milice est l'intermédiaire des négociations entre le gouvernement et le NSDAP. Et t'es Ouais, là, donc on en revient à cette idée d'avoir des gens qui veulent aller en première ligne, on les laisse aller, voilà. même si on a les mêmes idées qu'eux, et comme ça c'est pratique. Nous, on reste présentable, et possiblement, on peut plus avancer tout droit parce qu'on ne fait pas les basses besognes, quoi. Voilà, et donc après dans ce bouquin, voilà, il parle pas du peuple et de l'obéissance. Il est même pas là, Ouais, c'était en entretien, donc je l'avais entendu alors. il est pas à cet échelon-là, mais bien sûr que ça fait partie de ces sujets de bouquins, surtout bah, sur l'histoire culturelle nazie, parce que justement, le nazisme Ouais, est c'était devenu d'autres. une culture populaire. Euh, mais euh, Oui, bien sûr. mais c'est pas l'objet de ce bouquin-là. Et je crois qu'il y a un de ses ouvrages, mais après, je sais pas celui-là, où justement il part d'une carte postale. C'est peut-être celui qu'il a écrit, ils étaient trois, celui juste avant. Je crois qu'il parle d'une carte postale de l'époque où justement qui met en avant, c'est une représentation des soldats et pour montrer l'implication en fait, enfin bon, c'est une propagande comme une autre, tu vois, mais que bon, dans le quotidien véritablement, et que donc ça parle vraiment très 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 bien de l'implication du peuple par cette représentation, par le fait qu'ils ont connaissance de cette application, de cette représentation-là, donc enfin, comment dire, de cette incarnation, etc. Et en même temps, qui est donc purement des humains qui ont une fonction et une fonction terrible, et en même temps donc, de l'imaginaire global et du fait que bon bah, ça en vient des cartes postales, c'est quand même un objet du commun qui est quand même extrêmement parlant en réalité, Mm. par l'impact iconographique et aussi par l'impact idéologique derrière en réalité et social donc. Mais je pense que je sais plus lequel c'est, mais j'avais vu ça en regardant ces différents ouvrages avant l'émission et je trouvais ça hyper chouette comme choix d'ouverture pour discuter après toute la chose, même si c'est sa spécialité évidemment, mais spécifiquement l'objet carte postale et avec vraiment les deux soldats, ça m'avait vraiment marqué. Donc je trouvais que c'était un très très bon choix de méthodologie. Mm. Et qu'en réalité, il y a plein de choses sans doute au quotidien comme ça qui nous passent sous le nez, on s'en rend pas compte. Oui. Et donc ça m'avait un peu troublé en me disant genre, ah, peut-être qu'il y a plein de choses auxquelles je suis pas forcément réceptif et qui en fait ont exactement la même dynamique là aujourd'hui et qui ont peut-être des conséquences très délétères sur même ma propre personne, on n'est pas à l'abri, ou sur d'autres en tout cas. Mais c'est là où je dis, j'espère vraiment que ce bouquin va faire parler
en dehors du cercle de ceux qui pensent déjà de base à peu près la même chose et qui sont pas forcément aussi bien informés, Ouais. hein. Enfin, moi, voilà, ça m'a beaucoup touchée. Je pense il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Franchement, on a quand même 300 pages sur 3 années, donc on a tous les détails. Voilà, mais donc moi, ça m'a été très utile, mais j'espère que ce sera vraiment un truc qui bougera un peu les lignes historiographiques, qui ouvrira un peu un champ de recherche vraiment sur bah, le libéralisme, et pas uniquement d'un point de vue économique ou d'un point de vue politique, mais on va dire de bon sens, comme dirait l'autre, c'est-à-dire bien pensant et qui respecte le cadre officiel. Vraiment, déjà Pierre Cernat, quand il avait sorti son extrême centre, dans le milieu universitaire, ça avait beaucoup fait parler, mais il avait été aussi beaucoup critiqué en disant, bah voilà, on savait que tu étais un gaucho, maintenant tu fais plus vraiment de l'histoire. Enfin, j'exagère, hein, mais il y a eu des Ouais. polémiques un peu en mode, bon, à quel point c'est de l'histoire. Et c'est pour ça que je dis, peut-être le côté, on publie Chapoutot dans l'essai, c'est aussi pour se protéger de son propre milieu universitaire. Je sais pas, mais ça Mm. pourrait être ça. Et je me dis, bon, Pierre Cernat, quand il a sorti ça, c'était plus facile d'en parler parce que c'était la Révolution française, Ouais. c'était la terreur, bon voilà. Et là, ça nous touche tellement plus directement. J'espère vraiment que ça va pas être une balle en plus dans le camp, mais qu'elle va être un peu renvoyée à des gens qui pensent pas comme ça, qui sont peut-être, ouais, qui soutiennent le libéralisme et qui peut-être en voient pas à quel point le libéralisme peut aller loin, tu vois. Moi, je trouve que c'est très instructif, en fait, et j'espère vraiment qu'il va être accueilli comme ça, et pas comme un Oui, truc bah, à charge, et pas comme le cri d'un gaucho, tu mhm. vois. Mais sauf que, parce qu'en réalité, pour moi, en négatif, c'est que ces réactions-là, cette façon de voir pour bon, possiblement lui, mais on lui espère pas évidemment, mais également pour Pierre Cernat, pardon, c'est que en réalité, encore une fois, l'histoire est quoi qu'il arrive une diversité de points de vue qui essaie d'être juste le mieux référencé possible et que ça laisse juste entendre que bah, en fait, si c'est sérieux comme travail, a priori, on n'a pas à lui reprocher possiblement l'angle parce que quoi qu'il C'est arrive, ça. tout le monde, j'en reviens à ce que j'avais dit en introduction et ce que dit énormément Chapoutot, et possiblement d'autant plus là dernièrement vis-à-vis de cet ouvrage-là, parce qu'il sait très bien que ça peut peut-être se reproduire, parce que ça s'est aussi produit avec Serna également, c'est que il y a quoi qu'il arrive, c'est de l'historiographie aussi, ça évolue, et que quoi qu'il arrive, dans 10 ans, la personne qui fera le même travail, avec des idées peut-être politiques actuelles similaires ou non, n'aura pas le même résultat non plus, Ouais, normalement. carrément. Et que possiblement, on n'est pas à l'abri qu'en termes de publication aussi sur le sujet, alors, possiblement, en termes de méthode ou de démarche, peut-être qu'il n'y a pas eu grand-chose dernièrement et que aussi, fatalement, bon, c'est parce que c'est lui, mais il y a une actualité particulière par la sortie de son ouvrage, parce que ça fait quelques temps, peut-être 10 ans, peut-être que 5, où il n'y a pas eu forcément beaucoup d'approches sur ce moment spécifique et sur l'étude de ces mécaniques-là spécifiques pour l'arrivée au pouvoir des nazis. Mm. Donc forcément, ça peut peut-être plus faire un peu, euh, j'allais dire, taper dans la mare, mais donc clairement, Ah, mais c'est bien mais choisi, c'est alors oui. possiblement lié. Oui, c'est possiblement lié à ça aussi également, et que, en fait, ça le truc, c'est que la plupart des journalistes ou des gens ou des médias qui vont en parler, etc., hormis possiblement les historiens, vont pas se rendre compte à quel moment sort un ouvrage aussi sur ces aspects-là, vis-à-vis de les études sur le sujet. Voilà, donc l'état de la recherche n'est pas non plus à tous les débuts d'ouvrage, et c'est pas forcément ce qui est le plus lu, on va pas se mentir, Ouais. même si là ce serait un essai et qu'on peut peut-être se dire que les gens vont le lire du début à la fin, et indépendamment de ça, c'est pour ça que c'est quand même toujours très important, et aussi indépendamment de ça, bah, c'est que malgré tout, encore une fois en négatif, c'est que la Révolution ou les nazis et compagnie, tu as toujours un roman global qui est censé être la ligne principale d'acceptation de faits historiques, alors que parce que c'est censé être très important et qu'a priori on se dit, voilà, on retient les grands événements et c'était dans ce sens-là et on va essayer d'effacer un peu ce qu'il y a eu autour, qui pourrait troubler ou enrichir en réalité, mais voilà, troubler possiblement ce qu'on veut faire dire, genre dans les programmes scolaires notamment en fait. Ouais.
Alors que donc c'est pour ça que et la Révolution et en plus le régime nazi, enfin c'est quand même 2 événements un peu particuliers où la Révolution, c'est un symbole maintenant, mais c'est un symbole juste qui peut servir à tout le monde parce que tout Ouais. le monde arrive à en retirer quelque chose, quelle que soit ta position politique. C'est en mode genre, on peut pas revenir en arrière dessus, mais en réalité, la plupart des gens qui, enfin, pas mal, je pense, de gens, s'ils y étaient à l'époque, ils seraient peut-être pas du bon côté de la barrière, Mm. en fait. Mais quoi qu'il arrive, c'est forcément très bien. En attendant, bon, bah, on a encore de la noblesse en France, en fait. Enfin, genre, qui possiblement n'a pas les idées les plus sympathiques pour le bien commun, par exemple. Et on a sans doute des gens en politique, ou du moins qui ont une action politique réelle sur la masse, euh, qui, euh, qui n'en diront rien, évidemment, mais qui possiblement sont pas forcément les plus en accord avec les prémices et possiblement les résultats, en tout cas, de ce qui a pu arriver fin 18e, quoi. Mm. Et bon, je pense que c'est pareil pour tous les grands mouvements d'histoire qui ont touché ou le pays ou une région entière au-delà des frontières nationales. Ouais. Donc bon, ça me fait un peu, effectivement, un peu rigoler. Bah, en tout cas, voilà, une lecture que j'aimerais que beaucoup de gens lisent, ne serait-ce que pour mieux réfléchir aussi à nos catégories actuelles qui bah, sont héritées du passé. Ceci est évident. Ce que je Mhm. propose, parce que je vois que mine de rien, on a bien avancé, c'est de passer à la fin, c'est-à-dire petit rappel. Donc là, on était dans un format un peu à part que j'aimerais tester sur les lectures justement historiques, parce que moi personnellement, ça fait partie de mes passions. Et il y a quand même le retour du format classique traditionnel qui est un pavé dans la mare. Donc ça, c'est euh, de la lecture de la littérature. Donc là, le prochain bouquin, c'est... Tu veux le dire, Alban, ou pas? Je t'en prie, continue. C'est C'est très bien. Chocolat amer de Laura Esquivel. C'est écrit sur la page de la chaîne, mais je le dis quand même. Donc c'est Chocolat amer de Laura Esquivel. Et on fera le stream le lundi soir, parce qu'un pavé dans la mare, c'est le lundi soir, à partir de 19h30. Et ce sera lundi 28 avril. Donc c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Et Je serai ensuite, peut-être un peu fatigué, il faudra me pardonner. ouais, non, mais Mais vu que c'est très joli comme ouvrage, ce sera forcément un plaisir. ben oui, et franchement, on l'avait choisi pour avril parce qu'il y a des petites recettes, c'est un côté un peu sympa quand même. Oui. Par contre, et je vais faire la transition OBS, par contre, pour le prochain format des annales lacustres, je vous propose de choisir parmi trois bouquins. Tout simplement, dans mes listes, j'ai sorti trois bouquins qui peuvent vous intéresser ou pas. Je vais juste baisser un petit peu le son du torrent au cas où. Et en gros, en vrai, je vais le mettre carrément en mute. En gros, vous avez trois bouquins. Le premier de Bertrand Joly, Aux origines du populisme. Je me suis dit, si vous aimez l'histoire politique, on peut continuer, même si on va pas faire que ça, parce que moi, de base, c'est pas mon délire. L'histoire politique, elle est très verticale, tout ça. Mais en gros, c'est sur le boulangisme. Donc, il peut y avoir, si ça nous a intéressé comme démarche historique de faire de l'histoire politique, ça peut continuer. Ensuite, je propose aussi euh, Patrice Brun, L'invention de la Grèce. Donc là, on est plus dans l'histoire des mentalités, mais il y a un peu comment l'Occident se raconte à lui-même et en gros quel cliché sur l'Antiquité grecque est absolument un cliché et ne relève pas du tout d'un savoir historique. Donc il y a quand même de l'histoire critique là-dedans, mais c'est un peu plus sur nos mentalités. Et Isabelle Merle, Expérience coloniale sur la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Ce que je vous propose, avant qu'on choisisse, c'est que je vous lise les quatrièmes de couverture. Parce que là, pour le moment, je fais juste le petit résumé de ce que moi j'ai retenu, mais peut-être que vous ne retiendrez pas la même chose. Pour le premier,
aux origines du populisme, histoire du boulangisme, 1886-1891, donc encore une fois sur une séquence assez courte, je vous lis la quatrième de couverture. Le boulangisme, né de la rencontre entre la droite monarchiste et l'extrême gauche radicale, uni derrière un général puis ministre rendu populaire par sa démagogie pittoresque, Georges Boulanger. Ce mouvement hétérogène et populiste, protestataire et antiparlementaire, menace sérieusement la Troisième République avant de s'effondrer. Cette période agitée de la fin du XIXe siècle présente d'étranges ressemblances avec la nôtre, une situation de grande défiance de la base envers les élites, une conjoncture économique incertaine, une vive contestation du système dominant par ses exclus, des partis politiques divisés et paraissant impuissants. Le boulangisme lui-même s'avère plein d'enseignements sur l'efficacité de la démagogie, le pouvoir pervers de la communication politique quand la forme efface le fond, l'ascension aberrante d'un individu sans principe poussé par un clan d'arrivistes, le rôle ravageur de l'argent dans la politique et l'effet aveuglant de la haine pour un homme, Jules Ferry en l'occurrence. La puissance des médias, les alliances de fait entre opposants qui se détestent, enfin la faiblesse de la démocratie face à ses adversaires. C'est paru en... Mince, je l'ai pas. Je crois que c'est 2019. J'ai pas la date, je pensais me l'avoir noté, j'ai pas mon... Non, 2022. Voilà. Ensuite, je vous lis la quatrième de couverture sur... je lis peut-être tout avant et jog. Comme ça, quand même, je lis les deux autres. Donc je vous lis la quatrième de couverture sur l'invention de la Grèce. Il y a une Grèce de rêve. La douceur méditerranéenne et le marbre des temples, Périclès et Platon, Homère, l'Olympe à portée de main. Berceau de la civilisation, patrie du beau et de l'idéal, on l'a bien souvent réinventé, usant d'une antiquité enjolivée ou tronquée pour mieux servir les desseins du présent. Grand amoureux de la Grèce, Patrice Brun entreprend ici de balayer clichés, idéologies et fantasmes pour dévoiler l'Antiquité telle qu'elle est, à la fois familière et éloignée de nous. Certes, il y a de quoi être fasciné par les œuvres, les écrits, la pensée politique des Grecs. Patrice Brun s'efforce de sortir de l'apologie, de remplacer une Grèce de musée embaumée dans l'éloge par celle de l'historien, soucieux des faits et du concret, la guerre, les femmes, le sexe, les esclaves, la démocratie, etc. Voilà qu'elle renaît sous nos yeux, intensément vivante et colorée, crue, ambivalente, formidablement humaine. Un livre passionnant sur l'usage et le mésusage de la Grèce antique, où l'on redécouvre ses mœurs, sa politique, sa vie, au plus près de ce qu'elles ont vraiment été, et une réflexion sur la manière dont l'Occident se perçoit lui-même à travers le passé magnifié dont il revendique l'héritage. Sachant que toute la quatrième de couverture parle de la Grèce antique qui n'existe pas, étant donné que la Grèce antique, ce n'était pas un pays, c'était une ère culturelle avec plein de micro-cités-États qui n'avaient rien à voir les unes aux autres et dont on a malheureusement que des sources biaisées parce qu'en fait les trois quarts de nos sources, elles sont athéniennes et elles datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais j'espère que le contenu de ce livre refera déjà un petit point des sources là-dessus. Mais je trouve que la démarche, elle est quand même sympa et il y a encore ce côté lien avec nous qui peut peut-être intéresser davantage de gens que juste un bouquin du passé sur, je sais pas, la chute de Babylone, qui moi me passionnerait, mais peut-être pas tout le monde. Et dernier bouquin, sur expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie, 1853-1920. Isabelle Merle explore dans cet ouvrage les mécanismes de la fabrique du colon à l'âge des empires. Elle analyse la façon dont des hommes et des femmes, bagnards et libres, déversés par la France pendant plus d'un demi-siècle sur un territoire des antipodes, sont finalement parvenus à faire souche. À travers une plongée dans l'histoire mouvementée de ces populations enracinées en Nouvelle-Calédonie, sur des terres arrachées par la force à leurs habitants originels, les Kanaks, elle élabore un chapitre majoritairement ignoré de l'histoire du colonialisme, un autre chapitre de l'histoire populaire de la France. Un passé conflictuel indélébile pesant de tout son poids sur bien des enjeux politiques contemporains. Vous avez vu, j'ai choisi 3 bouquins où le lien avec l'actualité est quand même assez évident, ce qui nous permet
même si on n'est pas fan d'histoire, d'y voir un intérêt. Sachant que ce dernier bouquin, il est publié chez... attendez, je l'ai dans la main, je vous le dis. Il est publié chez Anarchasis et j'adore cette maison d'édition. Voilà. Alors, du coup, Hedgehog, je vote pour lui. C'était le premier. Il a presque après, mais oui, je ne sais pas encore quelle est la suite, mais je vote pour lui. Donc, il Ouais, donc serait c'est plus le sur le premier. populisme, vraisemblablement. Ok. Et toi, Albatanor, toi, tu serais plus pour lequel? Oh bah je suis toujours content de casser des idoles et même si c'est les miens et de voir euh, que, que l'image qu'on a de la Grèce c'est pas du tout ça et en fait c'est terrible hein mais, après j'aurais une petite tendresse quand même pour la Kanaki vu on en entend aussi moins parler. Alors peut-être que je me suis pas assez renseigné, on va pas se mentir. J'ai quand même l'impression qu'on est passé sur d'autres sujets, d'autres canaux, on va dire, vis-à-vis de ce qui se passe là-bas. Hmm. Peut-être pour le troisième. Après, le premier me parle moins, mais parce que je vois un petit peu moins, je pense, enfin, je pense que je connais un peu moins le sujet, ou je suis moins porté sur ces choses-là au quotidien, dans ce que j'ai en tout cas sous les yeux. C'était plus abstrait pour moi avec juste la quatrième. Boulanger, Mais c'est vraiment une figure politique majeure du 19e siècle, même si elle, elle est très fulgurante, très passagère, mais vraiment à un moment donné, tout le monde avait l'impression que le gars, il allait renverser le pouvoir, quoi. Il avait fait une énorme euh, manifestation qui partait de oui, ce que nous on appelle aujourd'hui la place de la Nation. Et c'est ouais. pour ça que pendant très longtemps, en fait, le trajet des manifestations interdisait de passer par là. Alors que de base, c'était la Oh. place du trône, qui est ensuite devenue place de la nation et qui du coup avait un passif politique qui faisait qu'il y avait, au 19e siècle, il y avait pas mal de manifestations qui passaient par là. Et en fait, la sienne à lui, qui a été très connue, vu que bah, je la connais, c'est pas ma période non plus, bah, a tellement fait peur qu'ils ont dit on passe plus par là pendant un certain temps. Hmm, ça peut peut-être être assez pratique de l'aborder aussi avec potentiellement des grosses manifs qu'il va y avoir prochainement. Ouais. Et puis vraiment, Peut-être Boulanger, moyen. y a plein de gens qui disaient, avant 2016, au moment où Trump faisait sa campagne et tout, on le prenait certainement moins au sérieux que maintenant. Et beaucoup de gens disaient, c'est Boulanger Oui, du 21e oui, siècle, non, quoi. oui, 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 ça, ok, oui, je vois un peu, ça fait un moment que possiblement je n'avais pas entendu, alors qu'en réalité, il est là, il était dans les discours. Oui, je vois un peu plus. Bah écoute, pourquoi pas suivre Boulanger pour Ben, en d'autant fait, plus être moi, les mains dans le cambouis, dans ce qui se passe en ce moment et au plus proche de nous, quoi, peut-être. moi, en vrai, je suis neutre. Enfin, je vous propose trois choix qui sont déjà les miens de base, hein, mais vu que ça serait bien qu'on soit d'accord. Après, franchement, si on part sur le boulangisme, Hedgehog, ça veut dire que derrière, on fait une pause niveau histoire politique parce que franchement, ça fera peut-être beaucoup. Après, ouais. Après Kanaki, ça reste un peu, enfin, Oui, mais c'est histoire le deuxième coloniale. est en histoire culturelle. Oui, bah, ouais, mais ça reste la grosse histoire politique quand même. Non, ah non, Et enfin, pas dans la démarche historique. ok, Comment dire? ok, ouais, alors oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Euh, Donc voilà, donc peut-être vous on serait deux sur le faites vos premier, donc choix de au préférence. pire. Et Jog, peut-être écris-nous dans l'ordre un 2 3. Donc un c'est boulangisme, 2 c'est Grèce et 3 c'est expérience coloniale. Dans l'ordre de tes préférences, Albatanor fait pareil et moi je vais le faire comme ça. On est trois, il y aura peut-être un qui est plus élevé. Donc moi je le fais. Voilà, moi je l'ai fait. Et Jog, fais-le aussi. Et Albatanor aussi, comme Ouais, ça on voit. Quel est le j'ai des numéro arguments qui pour les revient le plus trois. en haut? Ah, tu veux faire la Grèce? Ah, viens. Bon, allez, on va mettre ça. Ne soyez pas influencés par moi. Non, la Grèce, je suis un peu curieux parce que c'est, enfin, c'est un peu différent de ce que, enfin,
ouais, je trouve ça un peu plus différent peut-être, mais Oh merde. Non mais c'est énorme. Ah! Bon, le 1 ouais, mais le un est entre ouais, non, mais tous en même temps, ils ils sont sont tous, tous. Bon, bah, qui rentrent qu'est-ce ça qu'on va au fait? On sein, lit les parce que 3. Non, je rigole. Hem, qu'est-ce qu'on fait? le tu peux penser en termes juste purement, de logistique, c'est, est-ce qu'il y en a un qui est très long? Est-ce qu'il y en a un qui va nécessiter beaucoup de travail de ton côté et qui pourrait te pousser peut-être à une période un peu plus moins dense pour toi aussi, tu vois? Ah, c'est très Par gentil. exemple. La Grèce, Bah, non, c'est comme ça c'est qu'il faut le voir. Je 288 pense que la pages. Grèce va être plus court. La Grèce, La Grèce notez-le. m'a l'air plus facile d'abord. Alors, notez-le. La Grèce, c'est 288 pages et il a été publié en 2021. Mmh mh. Boulangisme, c'est 350 pages, publié en 2022. Et expérience Mmh. coloniale, c'est... je prends jusqu'à... Ouais, je prends jusque-là. C'est 572 pages, mais il y a des photos et tout, hein, franchement. Et Ouais, ouais, ouais. c'est... je crois que c'est 2022 aussi. 2020. Bah, ça veut dire que ça serait plutôt le un ou le 2 qui s'imposerait pour, des réalités plus pratiques peut-être? Ok, donc plutôt le un ou le 2. Et après Est-ce effectivement, qu'on ferait pas... toi tu en voulais faire le 2 en remerciement premier donc à notre modérateur, est-ce qu'on ferait pas celui qui propose lui? la Vu que, boulangerie? vu qu'il est Oh! là à chaque Oui, fois, très alors que de t base, il n'était pas censé être là à chaque fois. je sais pas quand dans notre planning on va pouvoir placer la Grèce, mais au pire, on Je la mettra la reproposerai. Grèce De toute manière, il faut que je la lise. pas très loin de du pavé dans la mare pour la Grèce, écoute. Ouais, de toute manière, il faut que je la lise. Ou alors Mais en juste vrai, j'ai peur. après Moi, j'ai boulangerie. peur une petite déception en vrai. Mais il faut que je la lise. Donc, on part sur le boulangisme. Ça te va, Albatanor? Ouais, on va parler de manifestation, je suis pas mécontent. Eh oui, oui, oui. Bah, c'est un échec, hein, le boulangisme. C'est l'histoire d'un. C'est comme dans Subtil Je Bêtise. me doute bien. Ceci est l'histoire d'un échec. Mais ok, bon, bah, on part sur ça. Et donc, on dit le dimanche 18 mai à 16 h le boulangisme. Parce que comme ça, tout le monde aura facilement compris qu'on est quand même un petit peu politisé dans ce stream. Après, on fera peut-être un petit peu autre chose comme type d'histoire. Moi, franchement, l'histoire politique, au bout d'un moment, je crise un peu parce que je suis Mais là. on Où est fera le la Grèce. peuple? Où est le peuple? On f Pourquoi Bah, est-ce on qu'on fera a la que des Grèce avec, sources? l'image Voilà. culturelle. Pourquoi est-ce qu'on a des sources que élitistes? Bref, voilà. Donc, aux origines du populisme, on continuera de parler politique. Ça, ce sera le dimanche 18 mai à 16 h. Et lundi 28 avril, donc pas demain mais dans une grosse semaine, chocolat amer. Et lundi 28 avril, peut-être on fera à peu près le même fonctionnement pour choisir les livres suivants. Comme ça fait un peu plus participer, sachant que normalement, il y aura quelques personnes qui arriveront à se mettre en live pour voter, de ce que je sais. Donc ça serait Oh! chouette. Bah, ouais, Du coup, voilà. on aura une petite surprise pour nous. Ouais, ça serait chouette. Et voilà, hein, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin. Oh, non, fuck les fachos, Lisez ce livre. on en revient Soyez toujours irresponsables. on en revient on en revient aux fondamentaux et je sais pas et oui, lisez, écoutez, ne soyez pas la nourrice, dans, Antigone de Hanouilh, voilà, résistez comme vous pouvez, ou à défaut, il y a une colonne vertébrale, hein, écoutez et assumez. C'était un mot de la fin incroyable. Et tu en as peut-être un meilleur, un petit peu Oh plus non, optimiste? non, 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 non. Moi, je prépare. Attends, je prépare fin, voilà. Et du coup, je dis au revoir à tout le monde. Merci beaucoup, Hedgehog, d'avoir été là. Oui, Merci, merci encore pour la Albatanor, modération. également. Et du coup, Merci à toi, à Tam. lundi 28, 19 h 30. Oui, Des allez, bisous! bouffe! Bisous!